vies. Ça peut être des vies animales, ça peut être des vies humaines. On met une arme à la ceinture et entre les mains d'un gamin de 20 ans qui n'est pas capable de gérer ses émotions. Le gars, il panique, il stresse et il tire sur le chien. Comment est-ce possible? Comment est-ce que vous réagissez? Et après, on vous dit, ouais, laissez la justice faire son travail. Et vous savez ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, vous avez un article de journal qui vous dit le chien a attaqué le policier a une attestation médicale qui vous dit qu'il a une ouverture de 2,5 cm dans la cuisse, raison pour laquelle il a tiré sur le chien. Alors qu'au moment même, il précisait qu'il avait juste eu peur, qu'il avait juste eu peur et qu'il avait tiré sur le chien. Comment les versions changent comme ça? Mais parce que la police ne peut pas reconnaître qu'ils ont fait une faute pareille. Et ce qui est intelligent de la part des médias, c'est que les médias savent très bien que ces gens sont faciles à terroriser, que peu de personnes vont faire des recherches. Même si jamais Curtis serait un pitbull, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Elisa s'est fait dévorer? Les experts canins, les éducateurs et comportementalistes, comment reconnaître les vrais? Comment reconnaître les bons? Même ma maman est là. Excellent, super, on suit tout ça, on est ensemble. Fanny Fox, si ta maman est là, c'est super. Les gens aiment bien dire, ouais, mais il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres, etc. Mais l'action du chien d'attaquer un autre chien, c'est normal pour l'animal. Si maintenant, nous, êtres humains, on ne veut pas que ça arrive, il faut essayer de faire en sorte de sociabiliser nos chiens avec leurs congénères et on pourra optimiser les chances que ça n'arrive pas, mais ça ne vous garantira jamais que ça n'arrivera jamais. Order. Benjamin Braque hongrois. Apparemment, il y a plusieurs Braque. Grégory Braque de Weimar. Oui, je parlais, le Braque, c'était le 9e chien le plus mordeur en France. On doit apprendre de nos erreurs et on doit faire en sorte que ces erreurs n'arrivent plus. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on s'élève et qu'on fait en sorte que le mal n'arrive plus. Grégory Rodriguez, l'humain est surtout abruti, ne pas chercher à comprendre. Hugo, t'es le meilleur. Merci, like. Beaucoup de gens demandent à quel âge commencer le sport avec le chien. Tous les éléments qui constituent le corps, la musculature, les cartilages, les ligaments, les tendons, tout doit se former pendant la croissance. C'est pas simplement les muscles. Le pire, c'est que... What's happening here? Et le compte à rebours est arrivé à 0. Et j'ai laissé une petite latence là de quelques secondes. Peut-être un peu de pression, qui sait. Je suis peut-être très nerveux, mais en tout cas, je suis présent, je suis là. Les gars, j'essaierai de pas crier trop fort dans mon micro pour que vous puissiez me comprendre. Je vois qu'on se rassemble, qu'on est de plus en plus nombreux. Et j'ai juste une chose envie de vous dire, c'est... Yo, what's happening here? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est Junior Big Black Boy, votre gars sûr, votre partenaire, votre motivateur dans certains temps, et puis ensuite la personne qui tente de vous partager sa passion avec ses deux égéries, ses meilleurs amis, ses compagnons de vie, Odin et Sacha. Hein. Vous pouvez voir le beau gosse là ici qui se prend l'affiche ici, qui se prend la cover. Hein. Allez, on l'a agrandi dans un format un peu plus grand qu'il n'est déjà. C'est un super tableau, je kiffe simplement et donc je vous le montre, ça va? Alors, avant de commencer ce live qui pour moi s'annonce particulièrement bouillant, comme je l'ai noté. J'ai fait un petit tableau ici avec pas mal de notes. Hein. Honnêtement, les sujets sont si poignants et j'ai tellement de choses à dire que je me suis dit, cette fois-ci, on va pas le faire, on va pas se jeter à l'aveuglette. C'est un direct. C'est certainement une vidéo que j'aurais préféré faire de manière préparée, en différé, faire un truc carré, comme vous savez que j'aime bien faire. Mais le direct, ça a quelque chose de magique, ça a quelque chose de particulier. Bien, alors on va aborder un petit peu les sujets du jour. Hein. On va faire un petit peu le tour des points actuels, des points que nous allons aborder, à savoir en premier, la manipulation médiatique. C'était le thème du live numéro 5. Pourquoi le pitbull est vu comme un tueur? Je l'ai fait courte pour le flyer, mais pourquoi le pitbull est vu comme un tueur au sein de cette société? Comment se fait-il que même les gens qui ne connaissent rien au chien, quand ils doivent imaginer le chien qui va tout dévorer, le chien qu'on ne voudrait pas croiser dans un couloir, le chien qui ferait de la misère à nos nouveau-nés, pourquoi est-ce que directement c'est la race du pitbull qui nous vient à l'esprit? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh ben, c'est ce dont on va parler. J'y ai pensé, j'ai un peu réfléchi à cette question et donc j'ai rassemblé quelques points et j'ai décidé de les partager avec vous. Et vous-même, vous me direz un petit peu qu'est-ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez des idées du pourquoi, du comment, n'hésitez pas non plus à les noter. On regardera ensemble. Peut-être que ça viendra compléter les informations que j'ai ici. En attendant, je salue un peu tout le monde. Hugo, salut.
C'est excellent, Timan, parfait, génial. Mehdi, toujours de la partie, excellent. Et Vanessa, salut. Alors, Bandog, excellent. Content de ne pas rater le live, même si je me le refaisais. Ok, excellent. Manipulation médiatique avec un bon cas pour vraiment insister sur le fait que les médias... Et là, je me sers d'un certain média, mine de rien. Hein. Mais voilà, ce sont des armes qui nous ont donné, on va s'en servir. Espérons qu'on ne sera pas coupé pour des mots-clés tels que manipulation ou médiatique. Et voilà, je continue. Donc, sujet numéro 1, j'en ai parlé ici maintenant. Le sujet numéro 2, les experts canins. Eh, la vérité, vous savez très bien, ceux qui ont suivi le live numéro 4, je vous avais dit que que le prochain thème serait la manipulation médiatique. Mais c'était sans savoir tout ce qui allait arriver au mois de septembre. On était juste là à la fin du mois d'août. Hein. On a fait je vous avais dit, si on a du temps, on aborde directement la manipulation médiatique. Je suis content qu'on n'ait pas eu le temps. Je suis content qu'on n'ait pas eu le temps parce que du coup, ça m'a permis de pouvoir aussi mieux préparer le sujet et pas commencer à toujours faire des trucs un peu trop brouillons comme ça. Même si c'est pas encore trop préparé, mais voilà. On va commencer tout doucement à se mettre en mode un peu plus professionnel et à faire les choses bien. Ça va? Les experts canins, comportementalistes, éducateurs. Comment reconnaître les bons? Il y en a plein, il y en a plus de 9000 actuellement en France et en Belgique, je ne saurais même pas vous dire. Mais on va regarder ensemble comment faire confiance à l'un ou à l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous devriez écouter des gars comme Monsieur Ericsson. Ericsson, c'est le nom que je lui ai conféré. Afin de ne pas citer son vrai prénom et son vrai nom et que ça puisse se retourner contre moi pour une raison ou une autre. Vous savez, ces gens qui ont le bras long là et puis qui se mettent à nous contre-attaquer alors que quelque part on ne les attaquait même pas. Mais voilà, il faut dire des choses. Il y a des choses qu'il faut dire tout haut. Il y a des pauvres ignorants aussi qui se font avoir par beaucoup de gens. Et à mes yeux, ça reste mon opinion, je précise à mes yeux. Et voilà, et si ces personnes ne sont pas en live actuellement, ils seront peut-être en différé, mais en tout cas, ils verront ce qu'on a à dire, ce que j'ai à dire et ce que vous avez à dire. Parce que ce que vous dites, je le répéterai tout haut si vous le mettez ici en commentaire. Ok. Le sujet numéro 3, les études vs l'expérience du terrain. Les études vs l'expérience du terrain. Ça va être un petit peu en lien avec le côté expert canin et compagnie, mais ça va être aussi en lien avec toutes les personnes qui s'y connaissent dans les sports canins. N'oublions pas, cette vidéo sera en différé sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, Sport for My Pitbull. Et voilà, et donc c'est aussi une manière de... Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, beaucoup de gens qui donnent des conseils, des gens qui diffusent des images et des vidéos. Et alors, il y a des gens qui se qualifient comme pros, des gens qui se qualifient comme simplement personnes expérimentées, des gens qui sont simplement amateurs. Chacun y va de son avis, partage des choses. Certains ont étudié certaines choses, certains ont des diplômes, des certificats, certains n'en ont pas. Alors, on va regarder un petit peu les études vs l'expérience du terrain. Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui vaut mieux? Le oui, le pourquoi, le comment, on va en parler ensemble et vous allez aussi apporter vos pensées, vos avis là-dessus. Et finalement, un dossier spécial, Actu Facebook. Comme je vous avais dit, à partir de maintenant, à chaque live, il y aura un dossier particulièrement axé sur les groupes Facebook ou l'actualité Facebook. Ne crache pas sur ta webcam. Excusez-moi, peut-être que j'y vais un peu fort. Je vais peut-être un peu arranger ça. Peut-être que je vais diminuer le niveau du son ou quoi, en espérant que ça ne crache pas dans le montage. C'est vrai que si jamais ça touche, je l'ai mis un peu dans le vide, parce que quand ça touche le vêtement, le torse ou les cheveux, ça fait des crrr. Donc j'espère vraiment que voilà, RTL TV te regarde. RTL TV me regarde peut-être, hein, ces gens qui m'ont écrit, mais je le sens pas. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, l'actu Facebook, à la base, j'allais parler d'un sujet un sujet intéressant, mais alors voilà, il y a 2 jours, il s'est passé une chose horrible, une chose qu'on voudrait pas qu'il nous arrive à quiconque. Ici, le samedi soir, le dernier, nous étions je ne sais plus exactement, dans la fin des 21 du mois de septembre, le samedi soir dernier, il y a un Staffy, un chien de race Staffy, nommé Oslo, un chien de 2 ans qui a été abattu par la police. C'est une histoire très très grave dont on va parler ici. Peut-être que vous étiez au courant, peut-être que vous ne l'étiez pas, mais sachez que cette histoire pourrait arriver à n'importe qui. C'est pour ça que je pense qu'elle touche vraiment tout le monde, que tout le monde a commencé à relayer l'information sur tous les réseaux, parce que ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Ce qui s'est passé là, c'est pas normal, mais ce qui est encore moins normal, c'est ce qui s'est passé après. Ça va? Donc, tout le monde
s'empresse de chaque fois dire aux gens, contrôlez-vous, maîtrisez-vous, restez calme, laissez faire la justice, patati, patata. Mais là, il y a de quoi se remettre en question. Et c'est pour ça qu'on va aborder le sujet, l'actu Facebook sur laquelle je suis tombé. Et j'ai pu en plus m'entretenir directement au téléphone avec les propriétaires de ce Stafi. Et donc, je pense que je pense assez suffisamment bien placé pour pouvoir en parler davantage et pour pouvoir échanger avec vous, vous tenir au courant de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. C'est pas normal. Et finalement, vos questions durant le direct live, vous les posez, même si c'est des questions qui n'ont rien à voir. Moi, quand je les vois, je les mets dans un bloc-notes, comme je vous ai dit là tantôt, et on les abordera à la fin. Si c'est des questions sur les sujets dont on parle actuellement, j'y répondrai directement. It's nothing. Alors, je vois ici un peu les messages. Bonsoir à toi, ok. On va commencer dans quelques minutes. Hello Melinda, on est là. Fanny Fox, coucou, on est là. Super, j'aime bien cette phrase, on est là. Elle veut tout dire et rien dire, mais en vérité, elle veut tout dire parce qu'on est là, effectivement. David, salut, Big Black Boy. Effectivement, Junior Big Black Boy. Pourquoi Big Black Boy, ce nom merdique? On m'a déjà clashé là-dessus. Ça date d'il y a trop longtemps. On va pas en parler maintenant. Et oui, décrivant l'homme, l'animal, allais-je dire, l'homme qui se présente, qui se trouve ici en face de vous ce soir. Coucou Nini et coucou Grégory, bonsoir. Vanessa, on sait, la manipulation des médias, effectivement. Je t'ai salué déjà. Alors, imagine avec les Bandog Bully Line, imagine avec les Bully XXL, ceux qui n'y connaissent rien pensent que c'est un pitbull, mais voient un chien de plus de 60 kilos. Oui, 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 mais c'est aussi la faute à beaucoup d'ignorants qui partagent des chiens qui font des poids énormes et puis qui les qualifient de pitbull. Alors forcément, les gens qui arrivent dans le domaine et qui n'y connaissent rien, ben, ils y croient. Et même quand vous tapez pitbull sur Google, ben, vous voyez des trucs énormes. Et puis quand vous voyez un vrai pitbull assez svelte avec une petite tête, vous dites, ouais, mais c'est pas un pitbull. Ou je connais un voisin qui a un vrai pitbull. Il est comme ci, comme ça. Et en vérité, c'est pas un pitbull. Mais bon, on va... ouais, voilà, c'est ben, j'allais dire on allait y venir, mais c'est pas les sujets de ce soir. Mais voilà, je le notifie ici, et je l'ai déjà notifié auparavant. Salut Francesco, excellent, ça fait plaisir de te voir. Timan, on est ensemble. Héritier, waouh, super, ça fait plaisir de te voir ici. Digital M Prod, excellent, t'as assuré mon gars. Franchement, il y a même des gens qui sont pas dans la communauté canine, mais qui suivent un peu ce qui se passe. Et de toute façon, la manipulation médiatique, elle opère. Donc je répète, la manipulation médiatique, elle opère sur tout le monde. Et le pire, c'est que même moi, là où je vais vous en parler, quand je suis un reportage, quand je suis quelque chose, même moi, je me fais manipuler tout en le sachant. Alors imaginez ceux qui ne savent même pas comment ça se passe, quelles sont les règles, la manière dont ils interagissent avec nous pour pouvoir nous la mettre dans le crâne. Eh ben, ça, c'est ce qu'on va aborder ce soir. Voilà. Bien. On va commencer. C'est dommage que la page Facebook, on est maintenant à 22 000 abonnés, mais des gens du monde entier. Tout le monde ne comprend pas le français, je ne peux le faire qu'en français. Ce que je vais faire par contre cette fois-ci, c'est quand je vais faire le différé, je vais bien arranger les sous-titres français pour qu'ils puissent être traduits automatiquement par YouTube et que les gens qui parlent d'autres langues puissent aussi suivre le live en différé, mais dans leur langue. Je pense que ce sera traduit correctement. Allez, on va commencer. Je sors mon bloc-notes ici sur le côté, de manière à ne rien oublier. Et en même temps, j'ai vos messages qui apparaissent. J'ai vos messages, j'ai mes notes, j'ai la caméra. Je vous ai vous, c'est parti. Bien. Alors, la manipulation médiatique. Pourquoi le pitbull est vu comme un tueur? Je pense que, en me posant la question, je me suis dit déjà, j'ai fait comme tout le monde on fait maintenant. Quand on se pose une question, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. Donc, j'ai été sur Google et je me suis renseigné. Je me suis renseigné pour savoir quels étaient les chiens qui mordaient le plus, voir si on en avait fait des études. Ceux qui ont déjà été googlés, tout ça, les années précédentes, ont déjà une race qui était à la base la race numéro 1, le chien le plus mordeur, à savoir le Labrador. Ce joli Labrador qui est le parfait chien de famille, enfin qui est connu pour être le parfait chien de famille et qui était pourtant un des chiens, enfin c'était le numéro 1, le chien le plus mordeur, signalé dans ses examens. C'est quelque chose de très très étonnant et pourtant c'est une vérité. Mais actuellement les choses ont changé. Donc moi j'ai pris les derniers tests qui ont été réalisés ici. J'ai pris la liste des tests réalisés en Belgique et la liste des tests réalisés en France. Ça va? Donc
Ici, je vais vous parler d'une chose. Donc, on est bien en train de se demander pourquoi est-ce que le pitbull est vu comme un tueur dans la société. Et pour cette raison, on google un petit peu et on se demande quelle est la liste des chiens les plus mordeurs. En Belgique, étude réalisée par l'Université catholique de Louvain. Je cite un petit peu mes sources, comme ça on voit que ça ne vient pas de nulle part. Le top 7. On va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, sans suspense, on y va directement. Le numéro 1, est-ce que c'est le pitbull? Oui, non. Eh bien, en fait, ce n'est absolument pas le pitbull, puisque c'est le berger allemand. Le berger allemand. Alors, c'est le berger allemand. Maintenant, je vous avoue que je pense que beaucoup de gens confondent aussi le berger allemand et le berger malinois. Et le berger malinois étant repris nulle part alors qu'il est actuellement, je pense, beaucoup plus répandu que le berger allemand. Je pense que c'est un ensemble. Berger allemand, berger malinois. Il y a des gens qui sont morts devant l'hôpital. Qu'est-ce qui vous a mordu comme chien? C'était un berger allemand parce qu'on a toujours connu le berger allemand. Les dernières années, les gens ont commencé à se mettre en tête le berger malinois, à connaître le berger malinois. Donc berger allemand ou berger malinois, en tout cas, c'est les chiens numéro 1, les chiens les plus mordeurs. Hein. Donc ici, on a ensuite en numéro 2, donc là on est toujours dans le top 7 de la liste des chiens les plus mordeurs en Belgique, on a le Rottweiler. Moi, personnellement, j'habite en Belgique. Je ne croise pas énormément de Rottweiler, mais je sais qu'il y en a particulièrement. Les chiens les plus mordeurs en liste numéro 2, en top 7 en numéro 2, c'est ce qui nous est rapporté. Ensuite, on a en numéro 3, est-ce que ce serait le Pitbull en numéro 3? Ici en Belgique, eh ben, en fait, non, c'est le Doberman. Numéro 3, le Doberman. J'en vois pas tellement non plus. Apparemment, il semblerait que les Doberman ont un vice un peu plus courant ou sont plus souvent exposés à des conditions qui les amènent à croquer certaines personnes et donc à se retrouver en troisième de position du top 7 des chiens les plus mordeurs en Belgique. On a en numéro 4 le Labrador. Donc le Labrador qui était numéro 1 pendant plusieurs années, ici est passé numéro 4. En 5, nous avons le Fox Terrier. Le Fox Terrier, je ne sais pas si vous voyez c'est lequel, c'est un petit chien qui ressemble un peu au chien Milou dans Tintin et Milou. Le Fox Terrier qui peut être tout blanc ou alors avec une robe blanche, une robe brune et pas mal de blanc non plus. En numéro 6, on a le Jack Russell. Donc vous voyez qu'on est au 6e chien et on n'a pas encore cité le Pitbull. Et je vous avais dit que c'était un top 7. Et pour la 7e place, on peut alors enfin décerner le prix au cocker. Au cocker. Donc en fait, le cocker, c'est un superbe chien aussi très très mignon. Hein. Le cocker, c'est le chien dans la bande dessinée de Boule, enfin c'est Boule et Bill. Je sais plus qui est Boule, qui est Bill entre les deux, mais un petit enfant avec son cocker. Le cocker, si je ne me trompe pas, il ne faudrait pas que je fasse une erreur en direct, parce que ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de le lire, c'est dans ma tête, par souvenir. Le cocker est numéro 7. Donc, dans le top 7 des chiens les plus mordeurs, on n'a pas le pitbull. Mais pourtant, en Belgique, le pitbull est très mal vu. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui sont de France qui suivent actuellement. Et l'idée, ce serait de voir également quel est le top 7, maintenant cette fois-ci le top 10 des chiens les plus mordeurs en France. Alors, en France, les chiens les plus mordeurs, en numéro 1, on a également le berger allemand, comme en Belgique. Moi, je ne sais pas, en France, si vous voyez beaucoup de bergers allemands, il est possible que ce soit lié aussi au métier de la sécurité. Nous, personnellement, en Belgique, il n'y a plus que les chiens de race, il n'y a plus que les chiens bergers qui peuvent travailler comme dans la sécurité. C'est pour ça que maintenant, toutes les personnes qui travaillent dans la sécurité ou alors dans la brigade canine n'ont que des malinois. Alors qu'avant, il y avait des Rottweiler, il y avait ce gros chien, comme un mouton, un énorme chien tout noir, j'ai oublié son nom. Si quelqu'un se rappelle d'ailleurs, il peut le noter. Un grand chien, un peu en mouton comme ça, en mouton noir comme ça, j'ai oublié son nom. C'était aussi utilisé pour la sécurité, il y avait pas mal de bergers qui étaient utilisés pour la sécurité. Maintenant, ici, je vois qu'en France, le chien le plus mordeur, c'est également le berger allemand. De nouveau, pour moi, je fais un lien entre berger allemand et berger malinois. Pour moi, je les mets ensemble, c'est mon opinion. À mon avis, les gens, quand ils témoignent, soit ils n'y connaissent rien aux chiens et alors ils ont toujours en tête le berger allemand, soit ils s'y connaissent un peu plus, ils vont dire le berger malinois. Mais voilà, c'est le numéro 1 du top 10 des classements français.
Je vous rappelle pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, si on fait le classement des chiens les plus mordeurs en Belgique et maintenant en France, c'est parce qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le pitbull est conceptualisé comme un chien tueur et plus encore tueur d'animaux, mais également tueur d'êtres humains. On en a peur. Le terrorisme a été installé, a été mis en exergue par la médiatisation et par d'autres éléments également. On ne va pas se victimiser, on va parler de tous les éléments qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse être terrorisé par le pitbull. Et c'est pour ça qu'on regarde ensemble quels sont le top 7 pour la Belgique et le top 10 pour la France des chiens les plus mordeurs. Okay, alors le numéro 2 en France des chiens les plus mordeurs, c'est le Labrador. Labrador, qui je vous avais dit était numéro 1 pendant des années, qui est numéro 4 en Belgique, mais qui est numéro 2 en France. Okay, le chien, le numéro 3 dans le top 10 français, c'est le Jack Russell. Le Jack Russell, le même chien qui est utilisé dans le film The Mask, splendide pour les anciens. Le Jack Russell, ce petit Jack Russell, ce petit chien qui en a finalement dans le ventre ou peut-être dans la tête. Mais c'est un petit chien mais qui déborde d'énergie. En numéro 4, on a le Beauceron. Le Beauceron, c'est un chien qui ressemble un petit peu entre le Doberman et le Rottweiler. C'est un chien un petit peu entre les deux. Anaïs, Carola, salut, je te salue, je ne t'avais pas encore salué. Donc c'est le Beauceron. Numéro 5, on a le Border Collie. Le Border Collie, c'est très très étonnant parce que c'est un superbe chien. Déjà magnifique à regarder, mais c'est également un superbe chien niveau éducation, un des chiens les plus intelligents et les plus réceptifs, je dirais. Je ne vais pas parler d'intelligence, je vais parler de réceptivité. Il est très réceptif, il apprend très très vite les commandes. C'est un chien qui est utilisé pour surtout diriger les moutons, les troupeaux, etc. Mais c'est aussi un très bon chien en agility, excellent. Il excelle d'ailleurs dans ce sport canin. Et c'est un chien qui a une obéissance, qui peut développer une obéissance quand évidemment elle est travaillée. À un très haut niveau. Et pourtant, il se retrouve ici, dans les chiens, le 5e de la liste du top 10 des chiens les plus mordeurs en France. Numéro 6, on a le Boxer. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler des boxers, le Boxer. Alors, au numéro 7, on a le Rottweiler. Alors ici, chez vous en France, le Rottweiler, c'est le numéro 7. Numéro 8, on a le Berger belge. Numéro 9, on a le Braque. Le braque, je ne sais plus si on dit le braque, j'ai écrit braque, je ne sais plus. Je crois qu'à mon avis, je n'avais pas fini d'écrire à ce moment-là, j'ai écrit le braque. Et numéro 10, on a le cocker. Mais où se trouve le pitbull? C'est ça le problème, c'est qu'on a un tas de chiens que tout le monde connaît, un tas de chiens qu'on caresse très facilement, un tas de chiens qu'on voit dans la rue, qu'on laisse jouer avec des enfants, mais on ne retrouve pas le pitbull. Et pourtant, le pitbull terrorise. Le pitbull, il se trouve en 12e position pour le classement français. En 11, on a le husky. En 12, on a le pitbull et l'American Staff. Et puis en 13, de nouveau, on redescend. Le teckel, 14, l'épagneul breton. Et en 15e, le Yorkshire, ce petit chien-là. Le Yorkshire, chien le plus mordeur. Moi, quand je vois des listes pareilles, je m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Et je vais vous dire personnellement, pourquoi est-ce qu'on en est là? La première raison pour laquelle le pitbull est si mal vu, ce sont à cause des reportages et des détournements d'attention. Les reportages, on en a vu plein. On en a vu blindés. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, vous avez pratiquement tous vu ce reportage sur le décès de notre pauvre amie Elisa, qui s'est fait dévorer par des chiens. Et actuellement, on cherche à savoir qui sont les chiens qui ont dévoré notre pauvre ami, notre cher et tendre. Nous sommes pratiquement tous convaincus que ce sont les chiens de la chasse à courre qui avait lieu au même moment, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc des cinquantaines de chiens lâchés en pleine forêt, pendant que Elisa promenait, elle, son chien Curtis, toute seule, et elle a été retrouvée en fait éventrée, déchirée, avec son bébé d'ailleurs dans le ventre, et elle est morte des suites de toutes ses blessures. Les médias tentent de nous faire entendre que Curtis serait le chien qui aurait dévoré Elisa. Quand je dis qu'il tente, je vais nuancer mes paroles au cas où elles seraient sorties hors contexte. Je veux dire, je pense, selon moi, je pense que c'est ce qu'il tente de nous faire faire. Moi, je vais vous dire quelque chose, et je l'ai déjà dit auparavant. Si Curtis, son propre chien, l'avait dévoré, ça s'est passé en novembre 2019,
on serait déjà au courant. On a affaire à un adversaire de très haut rang, un adversaire très très compliqué à affronter. Et je pense qu'il est très compliqué de prouver que il sera très compliqué de prouver que ce sont leurs chiens, les chiens de la chasse à courre qui ont fait ça. Mais jusqu'à présent, on fait confiance à la justice. Les tests ADN sont repoussés de mois en mois. Ils devraient arriver ici en décembre, enfin en tout cas à la fin de l'année. Seront-ils repoussés encore? Je ne sais pas. On fait confiance à la justice. On va regarder ce qu'il adviendra. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand ils font ce reportage sur Elisa et sur la chasse à courre, un reportage censé être impartial, cherchant à savoir comment est-ce qu'Elisa est décédée, le reportage commence bien avec des chouettes de musique, etc. Pour en arriver à découvrir que Curtis, le chien que promenait Elisa ce jour-là, pour découvrir que Curtis serait potentiellement un pitbull. Et tout à coup, tout le reportage s'axe et se concentre sur le fait que Curtis serait potentiellement un pitbull. Moi, je vous dis potentiellement un pitbull, hein, mais eux, ils sont quasiment sûrs que c'est un pitbull. Et pour prouver le fait que c'est un pitbull, ils vont justifier ça par une photo trouvée où Elisa et Curtis auraient participé, donc en fait, ont participé à un concours sportif, un concours de sport canin, un concours qui est destiné exclusivement aux pitbulls. Ce sont leurs mots, mais moi, je viens ici et je vais rétablir la vérité. Car si ce concours sportif dénommé ADBA Belgium Show, donc c'est une fédération, c'est un registre américain qui octroie la possibilité à plusieurs pays du monde de réaliser des concours en leur nom, en respectant effectivement leurs règles. Ça va, que ce soit les règles de participation, les règles des disciplines pratiquées, etc. Sachez que dans tous les concours ADBA Show, qui sont en Belgique ou dans les autres pays, vous avez toujours deux grandes catégories. Vous avez d'une part la catégorie des pitbulls enregistrés sous le pédigré ADBA, et vous avez d'une autre part les autres chiens. Ça veut dire que si vous avez un type pitbull, un type hamster, donc des chiens qui ont l'apparence de l'hamster, des chiens qui ont l'apparence du pitbull, que vous avez même un chien d'une autre race en vérité, un bull américain, vous avez un staffy, vous avez un bulldog anglais, un bulldog... Tous ces chiens peuvent également participer au concours, sauf qu'ils seront dans une catégorie autre, une catégorie que eux surnomment Fun Show. Ça va? Donc, dire que Curtis a participé à un concours de pitbull et que c'est la preuve que Curtis est un pitbull, c'est complètement faux. Mais vous pensez que c'est les médias qui vont vous le dire? Ils vont pas vous le dire. De un, parce qu'ils en savent rien, ils sont ignorants et ils n'ont pas cherché à comprendre. Et même s'ils l'ont appris, ils ne le diront pas parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui ira gratter aussi loin, sinon les participants comme moi et comme tous les gens qui participent activement dans la joie et la bonne humeur, avec le respect du chien, dans le respect du chien, dans le respect des lois des différents pays où ces compétitions ont lieu, et sans aucun problème. Ça va? Donc, on est sur la manipulation médiatique. Quelle est la première raison pour laquelle les gens sont terrorisés par les pitbulls? C'est avant tout pour moi, selon moi, les reportages. Parce que les reportages manipulent la direction des buts initiaux, que ce soit par exemple ici pour savoir qui a dévoré Elisa, ben on en vient finalement à essayer de prouver qu'en fait Curtis est un pitbull, mais même si c'est un pitbull, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous dites Curtis est un pitbull, donc ça veut dire que voilà, on a trouvé la solution, Curtis est un pitbull, donc ça veut dire que c'est lui qui a mangé Elisa parce que c'est un pitbull? Même si c'était un pitbull, hein? Donc je ne suis pas en train de vous dire, parce qu'ils vont s'en servir, ils pourraient s'en servir aussi. Hein. Les médias commencent à me contacter, comme ça vous êtes au courant. Et donc ça ne m'étonnerait même pas qu'ils suivent ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je dois faire très attention aux mots que j'utilise. Même si jamais Curtis serait un pitbull, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que Elisa s'est fait dévorer? Ça pourrait être un pitbull, ça pourrait être un dalmatien, ça pourrait être un golden retriever, c'est pas ça le sujet. C'est pas sa race le sujet. La question c'est pourquoi, c'est qui est-ce qui a
tué, qui est-ce qui a dévoré, qui est-ce qui a attaqué et laminé Elisa de cette manière-là. Et pour bien mettre la cerise sur les gâteaux, la chaîne que je ne citerai pas non plus, mais vous le savez très bien, qui a diffusé ce reportage, a en plus sur Facebook repartagé un extrait de ce reportage. Et vous savez ce qu'ils ont mis comme titre? Ils ont mis « Un chien dangereux ». Et ils ont pris juste l'extrait où ils utilisent un autre élément qui permet de rentrer dans votre cerveau, la voix et la musique. Vous connaissez cette fameuse voix qu'on utilise dans la plupart des reportages où on vous dit « Mais nous apprenons via une photo que Curtis serait en réalité un pitbull. » Pour savoir ce que ce chien pratiquait, il faut avoir accès aux vidéos des sports pratiqués, des activités pratiquées. Ils n'ont même pas parlé de sport, des activités pratiquées en Belgique, des sports totalement interdits en France. Et raison pour laquelle Elisa et Curtis allaient s'adonner à ces activités dans ce pays frontalier. Et là, ils vous mettent des chiens qui font du wall climb, des chiens qui sautent, des chiens qui font ceci avec une musique rock'n'roll, un truc qui rend fou, un truc qui vous fait dire oh, en fait c'est ça, c'était un pitbull, en plus ça mord, ça s'attrape, ça se pend, ça grimpe, ça tire des poids, c'est un truc incroyable, ce sont des monstres, ce sont des machines, mais pourquoi font-ils ça? C'est l'inquiétude qui règne, c'est le terrorisme, c'est ça qui est en train de se passer. C'est que quelqu'un qui n'a rien à voir avec les chiens, quelqu'un qui regarde simplement ce reportage comme ça et qui est une personne lambda, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chiens qui font des activités, qui sautent, qui s'agrippent, qui mordent, qui grognent, avec une musique rock'n'roll, avec une voix qui vous annonce qu'en réalité, on a affaire à ce genre de race, ce genre de chiens dangereux, c'est eux qui le mettent. Des chiens dangereux, le pitbull est pour eux, dans l'absolu, un chien dangereux. Mais comment voulez-vous que les gens ne soient pas terrorisés? Nous, on est peut-être des centaines ou des milliers ici dans le monde canin, et particulièrement dans les pitbulls, les staffs et tout ça, en train de nous dire c'est n'importe quoi. Mais vous savez combien de millions de personnes regardent leurs vidéos? C'est même millions de personnes que vous allez croiser quand vous allez marcher dans la rue. C'est même millions de personnes qui vont changer de trottoir parce qu'ils ont ça dans la tête, parce qu'ils ont le stress. C'est même millions de personnes qui sont manipulées par justement tout ce genre de reportages qui ont lieu en boucle. Quand je vous dis en boucle, c'est peut-être même une fois par an, 2 fois par an, hein, mais 2 fois par an de trop. Parce que ça permet, ou dans une période 7, 8, 9 fois dans le même mois, ça permet de relancer le stress, de relancer la machine, et les gens, c'est bon, ils sont terrorisés pour 5 ans. La deuxième raison qui fait que, selon moi, pourquoi est-ce que les pitbulls sont vus comme des tueurs au sein de notre société, ce sont les faits divers. Les faits divers, et j'ai fait mes recherches. Je ne maîtrise pas encore assez les paramètres de cette application pour vous montrer à chaque fois le résultat de mes recherches. Pour le prochain live, je serai meilleur et je vous montrerai ça. Comme ça, vous ne devrez pas simplement vous concentrer sur ma voix, mais vous pourrez voir effectivement les images qui prouvent ce que j'ai été recherché, qui prouvent l'authenticité de mes informations. Quand un chien a attaqué, mordu un enfant, un homme, un ceci, un cela, on va toujours vous annoncer un chien a mordu un enfant de 6 ans. Un chien a attaqué un jogger. Un chien a fait ceci. Un chien a fait cela. Mais soyez sûr que quand vous allez avoir affaire à un American Staff ou à un pitbull, le titre sera « Un pitbull a attaqué un enfant de 4 ans. Un pitbull a fait ceci. Un pitbull s'est mis un doigt dans le nez. » Le pitbull sera toujours mis en gros titre pour signaler qu'en fait, soit c'est un pitbull qui a fait du mal, soit c'est un pitbull qui a fait du mal. Parce que les gens, ils voient chien et ils voient pitbull. Un chien a fait du mal, un pitbull a fait du mal. Un chien a fait du mal, un pitbull a fait du mal. Des fois même, on va vous parler d'un autre chien, véridique, et dommage que je n'ai pas l'image pour vous la montrer. On va vous parler d'une autre race. Et en photo pour illustrer l'article, on va prendre un pitbull. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas terrorisés par le pitbull quand ils voient des titres pareils? Et on est au deuxième argument, à la deuxième raison pour laquelle les gens sont terrorisés. Les faits divers. Bien sûr, les gens qui veulent s'en défendre, et les seuls qui voudront s'en défendre, ce sont les médias. Ils pourront glisser ici un petit lien où il y a marqué un chien a fait ceci, et dans la description, on verra que c'était un pitbull qui n'aura pas été notifié dans le texte. Et des fois, on verra un berger malinois a fait ceci dans le gros titre. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que ces exceptions existent? Parce que
comme vous le savez très bien, à chaque règle, il y a une exception. Il faut bien qu'ils aient un argument pour pouvoir se défendre. Mais de manière générale, vous et moi, on sait très bien c'est quoi la vérité. C'est que de manière générale, quand il arrive un accident, on va parler d'un chien. Et quand il s'agit d'un pitbull, le pitbull, c'est il a ce truc qu'a l'iPhone. L'iPhone, on l'appelle plus téléphone, on l'appelle plus GSM, on l'appelle plus mobile phone, peu importe la langue que vous parlez. L'iPhone, on l'appelle iPhone et c'est tout. Ben, le pitbull, il est comme ça. On lui a placardé cette appellation, on l'appelle même plus chien, on l'appelle le pitbull pour parler en bien ou en mal, très peu en bien, beaucoup en mal, on dira le pitbull, point à la ligne. Même les gens qui s'y connaissent pas, même les gens qui connaissent rien au monde du chien, hein, quand ils vont vous dire « Ouais, j'ai vu un truc, ouais, on dirait un pitbull », directement, c'est directement des gros termes. Mais attendons. 1. La première raison, les reportages et les détournements d'attention. 2. Les faits divers. 3. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément de la faute des médias, mais les médias jouent là-dessus, c'est l'apparence. L'apparence du chien, les muscles ou le faciès, on va dire, la gueule, avec cette mâchoire acérée, qui va faire flipper pas mal de personnes. Alors, pour comprendre comment le terrorisme s'installe via ce point-ci, c'est très simple. Il faut que bien que vous vous disiez que les pitbulls, les American Staff, etc., de manière générale, sont très musclés. Vous le savez, ce sont des chiens athlétiques, parfois très, les gens diront bodybuildés hein, en général. Et ce sont des chiens donc, qui présentent une certaine musculature quand ils sont travaillés en tout cas, ou même parfois simplement le fait qu'ils soient assez corpulents, et ben, les gens vont les voir comme des chiens assez musclés. Et un être humain, quand il voit un être vivant avec des muscles, si je dis être vivant, c'est parce que ça peut être des chiens, ça peut être un gorille, ça peut être finalement un autre animal, ça peut être un être humain, un autre être humain. Un être humain, quand il voit un être vivant qui est musclé, ça l'interpelle. Mais pourquoi est-ce que ça l'interpelle? Vincent de Salle, salut. Pourquoi ça l'interpelle? Parce que dans la tête de l'humain, quand il pense muscle, il y a un lien qui se fait avec la force. J'ai noté 5 liens et vous allez comprendre d'où vient la terreur. Muscle est directement lié à la force. Quand vous voyez quelque chose, quelqu'un de musclé, un être vivant qui est musclé, instinctivement, consciemment ou inconsciemment, vous avez en tête que cet être vivant doit avoir une force particulièrement impressionnante. C'est comme ça. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Vous pourrez me dire toujours, ouais, il y a des gens qui sont costauds, mais ils ont pas de force, ouais, ils soulèvent rien du tout, ouais, ceci, cela. Mais de manière générale, quand vous voyez quelqu'un qui est particulièrement musclé ou un animal qui est particulièrement costaud, eh ben, vous liez sa musculature, vous faites un lien avec un champ lexical qui est un de ces champs lexicaux qui est la force. De la force, on arrive en lien la capacité de faire du mal. Parce que quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui, s'il s'énerve, il peut faire mal. S'il décide de faire mal, il va faire mal. Quelqu'un qui a de la force, c'est quelqu'un qui peut nuire physiquement à un autre. Ça va? C'est quelqu'un qui n'a pas de... Si vous vous dites, ouais, mais non, il exagère, etc., ben c'est très très simple. Quand vous voyez quelqu'un qui est plus petit que vous, plus maigre que vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais soyez honnête avec vous-même. Si jamais vous avez une altercation dans la rue et que vous avez affaire à un gars ou à une fille qui est plus petite et plus mince que vous, est-ce que vous n'aurez pas plus de cojones d'affronter votre adversaire que si jamais vous avez affaire à une personne qui fait 3 fois votre taille et 3 fois votre largeur? Honnêtement, même si vous êtes pratiquant de boxe taille, de ceci, de cela, la vérité c'est que le physique en face, il interpelle. Si vous avez affaire même à un animal, à un gorille, et qu'un autre il a affaire à un petit animal, je sais pas moi, à un écureuil, soyons fous, un écureuil, ils vont pas, un panda, allez, un panda, ils vont pas flipper de la même manière. Ils vont pas flipper de la même manière. Même pour les chiens, quand vous avez affaire à un Yorkshire, vous flippez pas. Dans votre tête, vous vous direz bien, ouais, si, il m'a bon encore une seule fois dessus, je lui mets un petit shot, là, il va dégager bien vite fait. Mais quand vous avez un pitbull, un rottweiler, un dog argentin, des chiens beaucoup plus corpulents, vous ne vous dites pas les choses de la même manière. Vous vous demandez sur quelle voiture vous allez monter si le chien s'énerve. Parce que toujours, vous avez ce lien. Muscle, ou en tout cas, le coffre physique, lié à la force, lié à la capacité à faire mal, lié au danger. Parce que ce qui peut faire mal peut mettre en danger, peut menacer la survie. L'être humain vit pour pouvoir
perpétuer, perpétuer, là j'utilise peut-être pas le bon mot, préserver la race humaine, je vais dire la race, on va pas faire un débat sur le fait que je dise la race ou pas, c'est pas le sujet, mais on a un de nos instincts qui est inhérent à notre personne, à nos personnes, c'est l'instinct de survie. Et tout ce qui représente un danger, on en avait parlé dans le live numéro 1, tout ce qui représente un danger, représente une menace à notre survie. On part de muscles, on évolue sur la force, on évolue donc sur la capacité à faire mal, on évolue donc sur un danger, et on finit sur la création de la peur. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, c'est quelque chose peut-être que vous le savez déjà. C'est quelque chose, j'ai pas eu besoin de faire des études pour me rendre compte. Ou en tout cas, si on doit parler d'études, c'est les études sur le terrain, c'est les études de la vie. C'est en observant, c'est en analysant, c'est en lisant, c'est en me documentant, c'est en voyant tout ça, et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est logique. Ce que je vous dis, c'est logique. Si vous estimez que c'est pas logique ou que j'exagère, vous pouvez réagir, vous pouvez l'écrire. Je répondrai si jamais, peut-être que vous allez faire même nuancer mon avis. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est observable de manière naturelle et instinctive et parfois même de manière inconsciente. C'est pour ça qu'on a souvent peur. Donc, on avait dit en point numéro 1, ce qui crée la terreur, ce sont les reportages et les détournements d'attention. En numéro 2, le point que j'ai soulevé, c'est les différents faits divers. Et le point numéro 3, c'est l'apparence des chiens que nous avons, les pitbulls, les staffs, les boules américains, enfin tous ces chiens qui ne sont pas tous des molosses, comme on aime bien le préciser. Certains sont des terriers, mais ces chiens qui ont une apparence assez véloce, assez corpulente, assez musclée, enfin, qui ont en tout cas une sensation de puissance qui est générée de l'aura, peut-être l'aura peut-être qu'il dégage. Alors, moi j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que les gens ont tort de se baser sur ces articles, sur ces journaux, sur cette médiatisation? Parce que lire qu'un chien a fait ci, c'est très très facile, ça va. Mais les gens ne se posent pas assez la question du pourquoi il a fait ça. Il faut bien vous dire, il faut bien garder à l'esprit qu'un chien n'est pas un être humain. Un chien est avant tout un animal. Il a des instincts animaux, il a des codes, il a des manières d'interpréter également. Et il y a encore beaucoup trop de personnes qui veulent humaniser le chien. Moi, vous verrez souvent que je fais souvent des liens entre le chien et l'humain. Je fais ça pour vous faire comprendre, parce que souvent, vous comprenez mieux quand vous trouvez un exemple similaire dans nos activités à nous. Ça va? Vous allez voir un chien qui sprinte avec une charge derrière lui, vous allez être choqué. Mais vous allez voir des sprinteurs qui s'entraînent à tirer des charges en sprintant, donc des êtres humains, et là vous dites « Ah ouais, punaise, c'est comme ça qu'il fait pour être aussi explosif ». Et quand je vais vous dire, voilà, vous voyez, la manière dont les humains, les footballeurs et les sprinteurs, ils entraînent leur explosivité pour détaler encore davantage, c'est qu'ils sprintent avec un lest, parce que leur muscle va se développer de manière à être de plus en plus capable d'exécuter un sprint dans un temps le plus court que possible, mais adapté au poids qu'il a à emmener. Et le poids du corps, c'est une chose, mais quand vous sprintez avec un lest, c'est encore plus compliqué. Ce qui fait que finalement, quand vous allez retirer ce lest, vous allez courir encore plus vite. Mais ça, il faut qu'on vous l'explique quand c'est par rapport à un humain, pour finalement arriver au fait que vous compreniez pourquoi est-ce que certains vont faire ça avec un chien. Pourquoi est-ce que moi, je fais ça avec les chiens, par exemple. Vous voyez? Alors, il faut comprendre donc, je disais, les contextes. Il faut bien vous dire que les chiens ne sont pas des humains, qui peuvent mordre pour plusieurs raisons. Ils peuvent mordre par exemple parce qu'ils n'apprécient pas la manière dont ils sont manipulés. Quand je dis manipuler, là je ne parle plus de manipuler la manipulation magnétique, je parle de la manière dont vous allez les toucher. Les enfants qui mettent des doigts dans le nez du chien, quelqu'un qui va tirer sur la queue du chien, quelqu'un qui va le bouger trop brutalement alors que le chien n'est pas habitué. C'est des raisons pour lesquelles les chiens peuvent mordre. Il faut en avoir conscience. Si on s'intéresse un minimum au fonctionnement du chien, on peut se rendre compte et on peut éviter de produire de générer des situations dans lesquelles le chien peut se retrouver à mordre. Ça va? Tout le monde ne le sait pas. Il y a beaucoup de gens qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi, parfois faire n'importe quoi même avec leur propre chien, mais parfois même avec les chiens des autres. Et quand il arrive des morsures, vous pensez que les gens cherchent à savoir. Les gens ne cherchent pas à savoir. On en revient à l'instinct de survie. Les gens, même ceux qui n'en ont rien à faire des chiens, dès qu'ils voient que quelque chose a menacé l'espèce humaine, ça les horrifie. Un chien a mordu, un chien a retiré le bras, un chien a arraché la genou. Ils sont horrifiés. Ils s'en foutent de savoir comment ça s'est passé. Ils s'en foutent.
Ils sont juste horrifiés. Et ce qui est intelligent de la part des médias, c'est que les médias savent très bien que ces gens s'en foutent et que les gens sont faciles à terroriser, que peu de personnes vont faire des recherches, que peu de personnes vont commenter. Ok, c'est vrai qu'une grand-mère ou que ce propriétaire s'est fait mort par son propre chien ou qu'une grand-mère s'est fait morte par un autre chien ou qu'un enfant, c'est vraiment triste. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? C'est ça la question qu'il faudrait se poser parce que parfois vous trouverez, et même je dis parfois, mais dans 90%, 90% des cas, vous allez trouver la raison pour laquelle le chien était mordu. Ça peut être la manière de le manipuler. Ça peut être le fait qu'un animal mange tout simplement dans sa gamelle et qu'on s'en approche de trop près. De nouveau, les codes animaux. Les animaux ne sont pas des êtres humains. Ils ont leur manière de faire les choses. Un être humain, quand il mange, si quelqu'un se rapproche de lui, il va pas lui foutre une droite, il va pas lui foutre un coup, il va pas lui faire quelque chose. Un animal, c'est différent. Un animal, ça protège ce qui lui appartient. Je parle de nourriture, je vais aussi parler de jouets. Si un animal s'approprie un jouet et que vous vous en approchez de trop près et qu'il n'a pas été habitué à ce qu'on s'approche de si près de lui au moment où il joue avec son jouet, il peut se mettre à mordre. Mais de nouveau, c'est un problème problème. De nouveau, ça peut être un problème d'éducation. Le code instinctif, le code animal, le code à la base, sans qu'il y ait aucune éducation pour, entre guillemets, adapter le comportement canin à sa nouvelle manière de vivre de manière domestiquée, et ben à ce moment-là, ben le chien il va rester avec ses instincts primitifs et quelqu'un qui se rapproche de ce qui lui appartient, et ben il va le protéger. Et si jamais déjà il grogne parce qu'il vous avertit. Et si jamais vous vous approchez plus près, il se peut qu'à ce moment-là claque, ou il se peut qu'à ce moment-là claque et il se maintienne sur vous. Mais encore il faut le savoir. Si on comprend ça, mais on n'en arrive plus à pointer du doigt le fait que le chien a mordu. On vous explique qu'il y a une pédale d'accélérateur, une pédale de frein. Si vous appuyez sur l'accélérateur quand vous êtes en face du mur, ben vous allez vous prendre le mur. C'est logique pour nous. On est d'accord. Mais quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui ne sait même pas qu'il existe une pédale d'accélération et une pédale de frein, il voit juste une voiture qui se déplace. Si on commence à lui dire tous les jours qu'il y a une voiture qui s'est écrasée dans un mur, une voiture qui s'est écrasée dans un magasin, une voiture qui s'est explosée dans une barrière, ben lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire les voitures c'est dangereux. Il va se dire les voitures c'est dangereux, il va se dire les voitures ça crée, les voitures je ne monte pas dedans. Alors que si on lui apportait l'explication, ou si lui allait chercher l'explication de comment fonctionne une voiture, il y a une pédale pour freiner, une pédale pour accélérer. Si j'accélère en face d'un mur, je vais me péter la gueule. Si par contre je freine, il va rien se passer. Et ben à ce moment-là, il sait comment fonctionne la voiture et il sait que il s'est pété parce qu'il a accéléré dans le mur. Ben il n'aurait pas dû. Il s'est fait mordre parce qu'il a été mettre les doigts dans le nez du chien. Eh ben, il n'aurait pas dû. C'est comme ça qu'en fait les gens doivent apprendre à s'éduquer et alors on trouvera logique que des accidents arrivent et on trouvera logique que ça arrive et on fera en sorte que justement ces accidents n'arrivent pas. Et alors ce sera totalement logique à ce moment-là que ces accidents n'arrivent plus. Alors, évidemment, il y a le fait quand le chien se sent en danger. J'ai noté aussi, il y a aussi des morsures qui ont lieu quand les gens séparent deux chiens. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Je ne vais pas maintenant vous dire ne séparez jamais deux chiens, mais je vais simplement vous dire que le fait de séparer deux chiens, c'est quelque chose qui, voilà, on s'expose à un risque. Il faut savoir comment le faire. C'est pas toujours évident. C'est pas la même chose quand deux chiens se battent, quand un chien attaque un autre. C'est deux événements différents. Le poids du chien, la manière dont son caractère. Séparer des chiens, c'est pas donné à tout le monde, mais effectivement, si vous allez mettre vos mains trop près, il peut parfois arriver des attaques redirigées. De nouveau, c'est propre au règne animal. Il faut pas venir dire ici, ouais, donc ça veut dire qu'elle était mal éduquée. Non, c'est quelque chose de normal. Nous, ça nous choque. Mais c'est quelque chose de normal pour les chiens. Vous savez en quoi l'être humain il est mauvais? L'être humain il est mauvais parce qu'il regarde simplement ce qui l'arrange. Par exemple, vous avez votre pitbull qui va être là. On va entendre, il y a une personne qui va se présenter derrière vous. Votre pitbull ou même votre autre, j'ai dit pitbull, en fait ça peut être tous les chiens. Hein. Il se retourne, il attaque la personne derrière, ça va sortir comme un pitbull a mordu un passant qui ne faisait que passer derrière lui. Tragique, fait divers, truc de fou, mais il est fou, piquons-le. D'ailleurs on le piquera, même certainement on l'euthanasiera. Maintenant, si jamais vous connaissez l'histoire, vous étiez témoin et que vous, de l'autre côté du trottoir, vous voyez que la personne qui était derrière venait avec un couteau pour tenter de poignarder le propriétaire du chien, que le chien a vu ce que le propriétaire n'a pas vu et que le chien attaque, ben là, tout à coup, ça devient « Oh,
Le chien sauveur, patati patata. Et en plus des pitbulls sauveurs, il va aller chercher les informations. En tout cas, en France, en Belgique, vous allez avoir du mal à en trouver. Pourtant, il y en a des articles. Hein. Aux États-Unis, vous pourrez en trouver davantage. Moi, j'en ai même listé quelques-uns. Je ferai d'ailleurs une liste un petit peu de 10 faits divers où le pitbull s'est comporté de manière héroïque, comme ça on les mettra un peu en avant. Et quand vous voudrez parler avec des gens, vous pourrez envoyer ce lien pour montrer à quel point le pitbull n'est pas que cet animal, ce terroriste canin, cette mauvaise étiquette qu'on essaie de lui placarder constamment. Donc voilà, quand il est en danger, il estime qu'il y a un danger, il va mordre. Mais est-ce que tout le monde a vu qu'il y avait un danger pour dire que pour se rendre compte que c'était par danger qu'il a mordu? Ça, allez savoir. Mais les médias ne vous diront pas, ils vous diront juste un pitbull a mordu. Et voilà. Et après, donc voilà, une éducation mal gérée peut engendrer tout ça. Je vais un peu lire les commentaires parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'interventions. Le border collie, chien de travail, donc si pas entraîné, danger, ouais. Stéphane, la réponse est simple. Le pitbull était le chien le plus vendu pendant plus de 10 ans aux États-Unis. Donc, statistique oblige à nouveau. Il est devenu le plus mordeur et à cela, on peut rajouter les combats et on connaît la force des médias américains. Pour ce qui est des combats, j'y viens tout de suite. J'y viens tout de suite. Et pour vous dire comment ça a contribué aussi au terrorisme. Maintenant, pour ce qui est des chiens les plus vendus, ben, ça n'empêche que c'était les chiens les plus vendus aux États-Unis. Moi, je sais qu'en France, en Belgique, il y a énormément de type pitbull, de type Amstaff, ou de vrais pitbull, ou de vrais Amstaff, en tout cas de toute la famille du pitbull. Mais malgré que ce soit des chiens qui soient hyper répandus, vous vous rendrez compte que les études ne mentionneront quand même pas les pitbulls dans le top 10 des chiens, que ce soit les plus mordeurs, que ce soit en Belgique qu'en France. Et ça, c'est étonnant. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de développer. Pourquoi braque allemand? Merci. Hein, merci Cathy. Merci. Parce que j'avais dit braque, mais en fait braque allemand. Okay. Donc c'est la raison pour laquelle on s'interroge de savoir pourquoi le pitbull fait tant peur alors qu'il n'est même pas dans le top 10 des chiens les plus mordeurs. Benjamin, braque hongrois. Ben, apparemment, il y a plusieurs braques. Grégory, braque de Weimar. Oui, je parlais, le braque, c'était le chien, le quantième, c'était le 9e chien le plus mordeur en France. Et je me demandais c'était quel type de braque. Alors, on m'annonce ici des braques Weimar, des braques hongrois, des braques allemands. Donc, apparemment, il y a plusieurs types de braques. Vincent Delsal qui me dit, mais c'est des races où on dit que c'est le plus mordeur parce que c'est les plus répandus aussi. En fait, le nombre de chiens présents, c'est sûr que si jamais vous avez un Doberman dans un pays et que vous avez 1000 pitbulls dans un pays, les statistiques voudraient que, logiquement, en fait, l'étude n'est pas totalement équitable. C'est pas qu'elle n'est pas juste, c'est qu'elle n'est pas équitable. Parce que forcément, la logique voudrait que s'il y a 10 chiens qui mordent, il y a plus de chances que ce soit un des 1000 pitbulls que le seul Doberman qui se trouve dans le pays. Maintenant, de nouveau, même avec cette statistique, ce qui est marrant et qu'on a soulevé ici, c'est que malgré ça, le pitbull n'apparaît même pas dans le top 10, que ce soit le classement des chiens les plus mordeurs en Belgique ou en France. Même ma maman est là. Excellent, super, on suit tout ça, on est ensemble. Fanny Fox, si ta maman est là, c'est super, j'espère qu'elle apprendra des choses. Alors, Xena Faria, certes, les combats de chiens, c'est pas ce qui est le plus joli, mais pour moi, mon avis personnel, un chien de combat peut très bien être gentil avec d'autres chiens et les humains. Un vrai chien de combat dressé attaquera simplement dans le ring sous l'ordre de son maître. Donc le combat, je pense que ce soit ça, mais oui, bien la faute du maître qui n'éduque pas spécialement comme il se doit son chien. De toute façon, je vais vous dire quelque chose par rapport au combat de chiens. Par rapport au combat, donc voilà, écoutez, de toute façon, on y arrivait, ouais, j'avais noté chien de travail avec justement le pitbull. Donc voilà, j'avais dit dans le live précédent que les chiens avaient été souvent sélectionnés, standardisés pour des fonctions qui servaient à l'être humain. Les chiens étaient à la base des chiens de travail. Enfin, beaucoup de chiens étaient des chiens de travail. Chien de travail qui était un terme générique pour définir le fait qu'un chien, une race, est liée à une fonction particulière. Ça va? Quand j'ai mis la rediffusion sur YouTube, j'ai même noté tous les types de chiens de travail qui existaient. Donc si vous allez pour le live numéro 4 sur le lien YouTube, au moment où vous allez arriver, au moment où je parle des chiens de travail, j'ai noté toute la liste des chiens de travail. Et je ferai même une vidéo spécialement sur tous les chiens de travail et j'expliquerai chaque raison, enfin j'expliquerai chaque métier de chiens qui ont été créés. Alors pour le pitbull a été sélectionné. Excuse-moi, j'ai positionné. Le pitbull a été sélectionné
pour des activités pas très chouettes, c'est vrai, il faut l'admettre, combat de chiens, combat avec les taureaux, combat avec les rats, la chasse et compagnie. Donc voilà, c'est l'histoire qu'on ne peut pas lui enlever. Oui, ça fait partie de lui. C'est ce pourquoi il a été sélectionné et le pitbull, mais le pitbull n'a pas été sélectionné pour attaquer l'être humain. Ça veut dire que aussi trash étaient les gens à l'époque et aussi trash peuvent l'être encore certaines personnes actuellement qui font des combats de chiens. Si un chien représente une menace pour l'être humain, le pitbull était éliminé. Vous entendez éliminer, ça veut dire qu'ils avaient en tête, le chien doit répondre à ce critère de démarrer sur le congénère en face, et je vous parle donc de l'ancien temps, mais s'il démarrait sur les êtres humains, on l'éliminait. Ok? Alors, ça peut expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'actuellement il y a des chiens, particulièrement des chiens comme, je vais parler du pitbull, pourquoi est-ce qu'ils ont ils ont une tendance à démarrer plus facilement sur un chien. Les gens aiment bien dire, ouais, mais il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres, etc. On ne doit pas se voiler la face. Si vous prenez, effectivement, si vous ne faites pas d'éducation avec votre chien, si vous ne le sociabilisez pas, vous manquez quelque part à votre tâche. Si votre objectif est que votre chien soit totalement sociabilisé avec les humains et avec les chiens. Ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des chiens de défense, il y a des chiens de ceci, il y a des chiens de cela. Tout le monde ne souhaite pas que son chien s'entende avec tous les visiteurs qui viennent à la maison, etc. Donc, si votre objectif est que votre chien soit hyper sociable avec tout le monde, eh bien, effectivement, il faudrait que vous ne manquiez pas à votre tâche éducative. Mais je vais vous dire une chose. Vous prenez un pitbull qui a des liens de sang très très proches de chiens de travail, de pitbull de travail en activité. Vous prenez un chien banal, et je vais citer aucune race, mais un chien qui est vraiment un chien de famille et qui n'a aucun rapport, aucune prédisposition à la chasse, à la mésentente envers congénères, etc. Vous les laissez grandir chacun de leur côté de la même manière, sans aucune éducation, eh ben, le taux de pourcentage pour que votre pitbull démarre sur un autre chien sera bien plus haut que le fait que ce chien de famille démarre sur un autre chien. De la même manière, un chien qui a été sélectionné pour sauver les chiens sauveteurs, pour aller chercher des chiens dans l'eau et les sauver, etc. Eh ben, ces deux chiens, vous les faites grandir sans les éduquer, eh ben, l'éducation sera toujours importante. Même pour faire démarrer son chien sur un autre chien, eh ben, parfois ce sera une éducation. C'est pas une chouette éducation, c'est peut-être moche, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui vont conditionner leur chien à démarrer sur d'autres chiens, malgré que c'est des chiens avec des origines combatives. Et les chiens qui sont des chiens sauveteurs, des races qui sont des chiens sauveteurs et qui vont sauver des gens de la noyade ou de la neige, etc., eh ben, ce sont des chiens aussi qui vont nécessiter une éducation pour entretenir les qualités de la sélection dont ils ont fait, pour entretenir les qualités de la sélection qui a été faite au préalable dans leur propre lignée, ça va. Mais si vous avez deux situations où un chien doit sauver quelqu'un qui se trouve dans la neige ou dans l'eau, ben, il se pourrait que le Saint-Bernard aille plus instinctivement sauver cette personne en détresse que le pitbull. C'est pas que le pitbull pourrait pas le faire, mais il est possible que ce chien qui a été sélectionné de manière instinctive aille exécuter une mission sans spécialement l'avoir appris dans sa propre vie. Ne nous perdons pas, nous disions donc les chiens de travail. Voilà, donc même si le pitbull a fait des combats et compagnie, nous sommes toujours en train de nous demander pourquoi est-ce que ce chien, cette race a créé la terreur dans la tête des gens, pourquoi est-ce qu'on le voit comme un tueur d'enfants, pourquoi est-ce qu'on le voit comme un tueur d'êtres humains, alors que finalement, même pour cette moche activité que le combat de chien, ça n'empêche que ça restait le combat de chien et non pas le combat contre l'humain. On ne comprend donc toujours pas pourquoi est-ce que les gens sont terrorisés comme ça, de cette manière-là, par le pitbull, excepté si on remonte et qu'on se rend compte qu'effectivement, les médias ont leur grande part de responsabilité. Maintenant, moi, je fais que dire ceci, oui, c'est pour ci, c'est pour cela, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle solution est-ce qu'on pourrait proposer à ces gens si jamais ils décidaient finalement de se dire, c'est vrai, on a mal agi, on peut toujours rêver. Hein, parfois, il y a des rêves qui deviennent réalité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour faire en sorte qu'ils arrêtent, pour faire en sorte qu'ils nous aident même à optimiser les pensées des gens,
à avoir des pensées plus positives par rapport aux pitbulls, aux Amstaff, qui soient moins terrorisés. Moi, les solutions que moi j'ai mis ici, que j'ai notées ici, ben déjà, ce serait pour commencer que les médias cessent de publiciter tout ce qui touche aux pitbulls, mais publient de manière large. Ça veut dire que quand il y a une agression, il y a quelque chose qui se passe en mal, ce serait bien qu'on arrête de chaque fois écrire deux pitbulls ont fait ceci, un pitbull a fait cela, mais non. Soit on cite toutes les races et on reprend tous les faits divers, on ne se dit pas « Oh, c'est un Yorkshire, l'article n'est pas intéressant. Oh, c'est un pitbull, on met en avant l'article. » Non. Ou alors on prend toutes les races, tous les accidents et on les met tous, on les met tous au grand jour. Soit, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement arrêter de mettre ça au grand jour, mais bon. Ça, cacher les informations, c'est voilà. Le devoir des médias, c'est de relayer l'information. Ou alors, quand vous relayez l'information, allez surtout chercher le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé? Prenez des comportementalistes, des personnes aptes à pouvoir lire dans les situations, dans le comportement du chien, cherchez les raisons pour lesquelles les choses sont arrivées et laissez-les analyser cette situation. Ne prenez pas un comportementaliste, ne prenez pas celui que vous allez payer, soudoyer ou faire des choses bizarres. Hein. Tu sais, toi, si tu regardes cette vidéo, tu sais que c'est de toi que je parle. N'allez pas prendre celui-là dont vous allez monétiser pour qu'il dise du mal de ce chien et dire oui, en plus, il y a un comportementaliste qui a dit que cela, donc en plus, voilà, une personne, un vétérinaire avec un pseudo-diplôme qui est certifié, atteste qu'effectivement ce chien a mordu pour rien ou a fait ceci pour rien ou il commence à descendre le chien. C'est pas comme ça. Soyez juste, soyez impartial. Hein, regarde-moi bien, parce que voilà, il y a des messages codés dans mon truc, mais on va rester calme. Je vais essayer de descendre en tension, pas trop m'énerver, ça va. Je vais pas prendre certaines situations par les sentiments, je vais essayer de me calmer un petit peu. Il faut que les médias puissent relayer l'information convenablement, chercher pourquoi les choses sont arrivées, transmettre complètement l'information, expliquer complètement pourquoi les choses sont arrivées et que les gens comprennent et se disent, tirent leçon des faits divers et se disent « Ah, c'est parce que la personne a fait ça. Eh bien, je ferai attention à ne pas reproduire ce comportement. Je ferai attention à dire à mes enfants de ne pas reproduire ce comportement, à mes petits-enfants également. » Et c'est comme ça qu'on élèvera les consciences, qu'on élèvera la population et qu'on limitera au maximum les accidents. Ce qui serait bien aussi, c'est de prendre le temps de dire que quand quelque chose se passe de bien, parce que des pitbulls qui ont des faits héroïques, il y en a pas mal, je vous avais dit la plus haut, mais ce sera jamais intéressant pour un média de dire un pitbull a sauvé ceci, un pitbull a sauvé cela. J'ai les articles ici, des articles américains, des articles d'autres pays. Je vous dis, on fera une vidéo à part où je vous expliquerai, je mettrai en... Stéphane, même si la race n'est pas reconnue, même s'il s'agit juste d'un type de morphologie, même si pour... Non. Stéphane Partouche, quand tu m'écris, en France, la race n'est pas reconnue, il s'agit juste d'un type morphologique. Donc oui, pour la justice française, Curtis est malheureusement considéré comme un pitbull. Mais Christophe, quand il parlera de Curtis, il mettra en avant qu'il est issu d'un croisement entre deux chiens autorisés en France. Donc, si je comprends bien la situation, les deux chiens étant autorisés en France et n'étant pas des catégories 1, Curtis n'est pas un pitbull pour la loi française. Mais la loi française se défendra de cela en disant, puisque Curtis a participé à un concours spécialement pour les pitbulls, voici la preuve que Curtis est un pitbull. Et il y a encore des petits éléments qui feront jouer, hein, mais c'est leur preuve principale. Et moi, j'apprendrai ici aux gens qui ne se rendent peut-être pas compte ou qui ont oublié ou qui ne le savaient pas, que ce concours, soi-disant pour les pitbulls, c'est un concours en fait qui est fait avec une catégorie axée pour les pitbulls et une catégorie axée pour tous les autres chiens. Donc, Curtis, tout comme d'autres chiens, même un Saint-Bernard peut participer à ce concours sans être un pitbull. Donc, c'est ça. Et dans les solutions,
Je dirais aussi, cesser d'établir ce lien fictif entre les problèmes d'attaque avec... Oh, ben voilà, ah oui, ah oui. Parce que quand un pitbull s'en prend à un chien, quand un pitbull, un amstaff, un boulam, un petit patata s'en prend à un autre chien, tu auras toujours quelqu'un pour dire « Mais vous imaginez si ça avait été un enfant? Vous imaginez si ça avait été ma petite fille de 7 ans? Vous imaginez si jamais quelqu'un d'autre était passé par là et que c'était pas un chien? Vous imaginez ce qui se serait passé ?» Mais la vérité, c'est que pourquoi est-ce qu'on va s'imaginer ça? Quand votre chat, il attrape une souris, est-ce que vous vous dites « Mais vous imaginez si c'était votre enfant qui passait par ce truc d'égout, par ce trottoir ou quoi? » Est-ce que vous posez la question? Moi, la question que je relève, et je vais relever encore dans ce live ici numéro 5, c'est est-ce qu'il existe un animal qui est plus important qu'un autre? Est-ce que le chien est plus important que le chat? Est-ce que le chat est plus important que la souris? Est-ce que la souris est plus importante que le hérisson? C'est la question que je vous pose. Vous savez très bien qu'il n'y a pas un animal qui est plus important qu'un autre. Mais vous savez très bien que si on est plus attaché à un chien, qu'on est attaché à un chat, qu'on est attaché à ceci, et allant vers les animaux les plus petits ou les animaux les moins domestiqués, c'est justement parce que au plus l'animal est domestiqué, et en plus, au plus il a du répondant, au plus vous pouvez communiquer avec, au plus vous vous sentez proche de lui. Et donc, cet animal devient important pour vous. Ça veut dire que moi, je suis pas bête. Je sais qu'émotionnellement, moi aussi, ça va plus me frapper si jamais demain, on apprend que ici en Belgique ou en France, il y a quelqu'un qui a mangé un chien. Ça va me choquer. Pourtant, dans d'autres pays plus loin, on mange des chiens, ça les choque pas parce que eux, c'est normal pour eux, ils le font comme ça. Mais nous, quand on mange du bœuf, nous, c'est normal pour nous de manger du bœuf. Mais pourtant, est-ce que le bœuf, est-ce que la vache, le taureau, la vache, ils sont moins importants que le chien? On les mange comme ça, comme si c'était... Oui, mais c'est pour survivre, c'est pas pour survivre. On pourrait survivre sans manger de la viande, sans manger des bœufs, sans manger sans manger du bœuf. Moi, personnellement, je mange de la viande, je m'en cache pas. Parce que j'ai aussi été conditionné et influencé à me dire que manger un bœuf, c'est normal. Manger un chien, c'est pas normal. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'un c'est normal, l'autre c'est pas normal? Il faut qu'on élève nos consciences, qu'on se remette en question et qu'on regarde quel comportement est-ce qu'on devrait adopter. Ce serait pas mal. Honnêtement, ce serait pas mal. Et voilà. Donc, comme je vous disais dans les solutions, la première, il faut que les médias cessent de publiciter les pitbulls quand ils ont fait quelque chose, d'écrire chaque fois un pitbull a fait ceci, un pitbull a fait cela. Mais quand c'est une autre race, ils écrivent un chien fait ceci, un chien fait cela. Ne me sortez pas des liens d'exception parce que comme je vous ai dit, à chaque règle, il y a des exceptions. Donc évidemment, il y a des exceptions qui existent où parfois on a écrit un chien a fait cela et en développant, on écrira oui, c'était 2 amstaffs et un pitbull qui ont poursuivi un jogger. Parfois, ça arrive qu'ils le fassent, mais c'est très rare. La deuxième solution, c'est qu'ils prennent le temps aussi de dire quand un pitbull fait quelque chose de bien, quand il se passe quelque chose de positif, parce que des faits divers avec des choses positives des pitbulls et des amstaffs, il y en a. C'est juste qu'ils sont pas médiatisés, donc vous imaginez qu'il n'y en a pas. Et la troisième chose, ce serait qu'ils arrêtent d'établir un lien fictif entre le fait que les attaques entre congénères ou entre animaux, qui sont inhérentes à leur instinct, à leur création, à leur chasser, c'est quelque chose de normal pour un animal. C'est anormal pour nous. Nous, on voit un chien qui attaque un chien. Mais comment c'est possible? Vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous rendez compte que votre chien, il a un problème? Mais c'est toi qui as un problème parce que tu connais rien. C'est de l'ignorance. Moi, que quelqu'un ne connaisse pas, c'est pas ça le plus grave. Mais quelqu'un qui connaisse pas, juge, c'est ça mon problème. Moi, quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, qui pose des questions, je trouve ça hyper intéressant. Mais quelqu'un qui ne connaît pas et qui juge, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'un chien qui chasse, un chien qui court après une proie, un animal qui court après une proie, c'est normal. Quand vous voyez vos documentaires avec des lions qui sautent sur des gazelles, c'est normal. Quand vous voyez un chat qui a attrapé une souris, on l'écrit partout, on en rigole, il a attrapé une souris, il a attaqué un hérisson, etc. C'est normal. Mais quand vous voyez un chien qui attaque un chien, ça vous choque. Ok, que ça vous choque de nouveau, ça c'est pas le problème. C'est normal que ce soit choquant, ce sont des scènes tragiques, qui plus est quand ce sont des chiens qui s'attaquent à des chiens de propriétaires, c'est normal qu'ils soient choqués. C'est normal que ça leur fasse mal. Mais, la douleur est normale, mais l'action du chien d'attaquer un autre chien, c'est normal pour l'animal. C'est une action normale pour l'animal. Si maintenant, nous, êtres humains, on veut pas que ça arrive, il faut essayer de faire en sorte de sociabiliser nos chiens avec leurs congénères et on pourra optimiser les chances que ça n'arrive pas, mais ça ne vous garantira jamais que ça n'arrivera jamais. Si vous le savez, vous prenez un chien, vous vous renseignez sur ses origines et s'il a une origine qui est le plus près de la chasse ou de la mésentente envers ses congénères, et que vous décidez quand même de prendre ce chien-là, gardez à l'esprit que si malheureusement, malgré tout ce que vous avez fait un jour, ce chien-là, il a mordu, il a attaqué un autre chien,
il faut pas commencer à aller le jeter à la fourrière, il faut pas commencer à aller le piquer, il faut pas qu'elle commence à dire, ouais, ce chien, il était un bray. Non, il faut vous dire que vous saviez ce que vous faisiez. Vous saviez à quoi vous vous engagiez. Au risque que vous preniez, vous les avez pris, et ben maintenant, il faut les assumer. Ça veut dire renforcer votre système de sécurité. Les accidents, ça arrive. Moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, des accidents pareils, ça m'est arrivé. Ça va? Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Mais après, il faut renforcer la sécurité. Si jamais il est passé par une barrière, alors on renforce la barrière. Si jamais il n'avait pas sa muselière, ben à partir du moment, ben vous savez toujours muselière. Si jamais, peu importe, on doit apprendre de nos erreurs et on doit faire en sorte que ces erreurs n'arrivent plus. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on s'élève et qu'on fait en sorte que le mal n'arrive plus. Alors, j'ai beaucoup parlé. Avant d'évoluer sur le sujet, sur les comportementalistes éducateurs, comme je vois qu'on a beaucoup écrit ici, je vais d'abord arrêter de faire l'égoïste parce que comme je vous dis, c'est un live et je vais analyser un petit peu les réactions ici. Parce que du coup, discussion sur les commentaires de plus de 100 caractères restreints. Ok, bah écoutez, je remonte un petit peu la conversation ici. Alors, bonsoir Junior. Megan, salut. Alors, alors, Mokrani Mehdi, j'espère, et ce depuis plusieurs années, que quelqu'un de qualifié puisse prendre la parole sur un plateau télé et revendiquer tout ce que tu fais, il y en a marre de voir que des reportages négatifs sur nos chiens. Les gars, moi, je pars sur un plateau télévision demain s'il faut. Mais si je vais sur un plateau télévision, je veux que ce soit un plateau télévision en direct. Je veux que ce soit en direct parce que on m'a demandé récemment encore d'aller sur une des chaînes les plus connues en plus ici en Belgique. Mais si c'est pour aller faire des trucs où ils font des montages et ils découpent tout et après ils te la mettent profondément comme ils l'ont mis à Christophe avec le dossier Elisa, ça va pas. Moi, ces gens-là, j'ai pas confiance. Je sais très bien comment ça va se passer. Je sais très bien comment ils s'organisent tout ça. Et je le sais encore plus que depuis qu'on s'est bien foutu de la gueule de Christophe. Donc franchement, moi, on m'invite sur un plateau pour parler un truc en direct, je le fais directement. On me permet de faire une émission, ou alors c'est pas en direct, c'est en différé, mais j'ai un droit de prévisualisation. On m'assure que tout ce que je dis va être entendu, va être enregistré et diffusé. Pas de problème, je le fais directement. Bon, je vais pas me la prendre trop de haut, hein. C'est parce que je réagis aux commentaires. Ici, putain, j'ai peur de sauter des commentaires parce que du coup, moi, je vois que ça saute comme ça. Charlène Carrard. Ah oui, pardon d'entretenir nos chiens athlétiques, ils préfèrent voir des chiens dans leur box H24. Bah, ça, c'est de nouveau. Oui, ça, c'est certain. Delphine, coucou, une horreur ce reportage, aucun respect pour Elisa et sa famille et ses proches. Effectivement. Charlène Carrard, un chien qui fait du mal est un chien pas dépensé et pas sociabilisé. Un chien, ben voilà, de toute façon ici, toi tu as posé ton... Ça fait quand même pas mal de minutes. Putain, ça veut dire que j'ai vraiment beaucoup parlé et j'ai pas fini de parler. On va évoluer pour ceux qui nous prennent en cours. On va évoluer vers les experts canins, les éducateurs et comportementalistes. Comment reconnaître les vrais, comment reconnaître les bons. C'est le sujet qu'on va aborder tout de suite. Mais d'abord, je réagis à tout ce qui a été dit par rapport au sujet numéro 1. Un chien qui fait du mal est un chien pas dépensé et pas sensibilisé. Écoute, Charlène, le fait de dépenser à un chien, c'est sûr que ça optimise les chances justement de répondre à ses besoins. Tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins. Certains ont besoin de plus grosses dépenses que d'autres. C'est pour ça que certains chiens pourront se contenter de faire une balade rapidement et tout ira bien, ils seront lessivés, alors que d'autres chiens ont besoin de tracter, ont besoin de pousser, de s'exploser à travers des sprints, etc. pour vraiment se faire le vide de toute l'énergie qu'ils ont en eux. Et à partir de là, ils sont beaucoup plus calmes. Et la sociabilisation, elle a son rôle là-dedans. Mais comme je l'ai dit là tantôt, attention, il n'y a pas que la sociabilisation. La sociabilisation optimise les chances que les choses ne se passent pas mal, mais ce qui crée les morsures et les attaques, il y a aussi beaucoup d'autres choses. On a parlé les comportements maladroits de l'être humain envers le chien, le fait que le chien protège sa gamelle ou se sent en danger, etc. Eh ben, tu peux sociabiliser un chien comme tu veux. Si jamais il se sent en danger, il se sent en danger. Alors, Delphine, faut également dire que certains propriétaires de chiens de type bulle ne sont pas très fut-fut, ne veulent rien connaître de la race qu'ils ont entre les mains, ne les éduquent pas et ne sont pas très responsables. Et ça bousille la réputation des races. Je vais liker ça. J'ai vu une vidéo récemment avec une fille qui faisait pendre son chien sur un... je peux même pas dire un spring pool, c'était pas un spring pool, c'était un truc, un appât accroché à une branche mais dure, sans souplesse, et elle disait tue-le, et le chien était là. Ben, écoute, c'est
c'est pas propre, c'est pas propre. Vous savez, le chien, ça change rien. Que vous dites tue-le ou que vous dites mange les bonbons, mange les bonbons. Le chien, tout ce qu'il reçoit comme information, c'est une motivation à secouer ce bazar. Ça va? Donc, c'est nous les humains, en fait, que on va voir la vidéo avec une musique de rock'n'roll, c'est avec une fille qui dit tue-le, tue-le. On va être ah, quel choc. Et puis après, vous allez voir la même séquence avec des belles couleurs et des jolis mots d'ordre et le chien qui fait le truc. Et là, vous allez dire ah ouais, c'est chouette. C'est aussi des types d'influences qui peuvent avoir lieu sur nos manières de faire, mais il y a des gens qui sont pas fut-fut, c'est vrai, ils ne se renseignent pas assez sur la race, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours chouette, c'est pas toujours chouette parce que du coup, il se passe beaucoup de choses négatives et voilà. Je suis désolé les gars, j'ai vraiment beaucoup parlé et je sais qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont sauté que je n'arrive même plus à remonter. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour vous revoir tous les commentaires, mais mon truc il fait que s'actualiser. Je suis désolé, je vais essayer de prendre les commentaires que j'ai ici qui me sautent aux yeux pour répondre et tout ça. Ils font des choses interdites avec, ok, mes gars. Stéphane, tout à fait d'accord, et ce sont eux qui alimentent les médias en fait. Mhm. J'ai l'impression d'avoir B blanc, Vanessa. J'ai pas compris ton commentaire. On n'est pas sur les groupes nauséabonds, tu peux simplement écouter. Nous ne sommes pas. Tu pourrais écouter l'explication de Junior et essayer de comprendre. Tu pourrais écouter les explications de Junior et essayer de comprendre. Vanessa, tu parles de quoi? Je sais que je suis en retard sur vous. Tu as dit ça il y a très longtemps. J'ai pas été vif. J'étais pris empoigné par le sujet numéro un. Alors, Grégory Rodriguez, l'humain est surtout abruti, ne pas chercher à comprendre. Hugo, tel meilleur. Merci. Bon, like. Euh, Francesco, il ne faut pas oublier que dans les années 60, le pitbull était le chien de garde d'enfants. Tout le monde se pressait d'en avoir un. Le pitbull ce qui est bien, c'est que le pitbull, effectivement, le pitbull a eu ses belles années, hein. Il y a des chouettes photos de pitbull en mode chien de famille, etc. Et ça, c'est une époque, mais bon, qui a été vite dégagée par pas mal de mauvaises activités par la suite. Ça, c'est un message spam, ça. Sur l'Afrique, c'est... Non, pas le moment. What's happening here? Grosse force, mon gars sûr. Merci, Marco. Alors, moi, mettre l'info sur l'Afrique, encore de nouveau. Elle est partie, c'est Cathy. Ok, Cathy, excellent, Fanny. Merci, Fanny, j'ai vu. Charlène, dans les statistiques, un bull terrier, un staffy, un amstaff ou un croisement lié à une de ces races sera considéré comme pitbull. Donc, statistique complètement fausse. Oui, mais de nouveau, statistique faussée, mais pourtant le pitbull n'est quand même pas dans le top 10. Donc ça veut dire que malgré qu'il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que le pitbull se retrouve dans le top 10, il est quand même loin derrière. Il est quand même loin derrière dans les chiens les plus mordeurs. Alors bien sûr, il a sa puissance qui fait qu'il peut être particulièrement redoutable, mais c'est pas parce qu'il a une grosse puissance que quand le labrador il va aller mordre... putain, j'allais dire, vous voulez que je vous montre une personne qui a été mordue par un labrador, mais j'ai pas enregistré l'image dans mon application, donc je ne sais pas vous la montrer, mais c'était l'actualité avec une fillette attaquée par un labrador au visage, sauvée par un pitbull. Ça veut dire que le labrador du voisin, en fait, a attaqué l'enfant, et c'est le pitbull de la famille qui a défendu la petite fille en attaquant le labrador. Est-ce qu'on vous racontera dans un média français ou belge? Si vous avez un lien pareil, francophone, j'ai hâte de voir. Franchement, je le mets en avant et je le partage tous les jours. Le pit gardera jamais son étiquette du passé, malheureusement. Ouais, mais c'est bizarre, hein, tu sais, Similien Gaudichaud. C'est bizarre parce que même s'il gardera son étiquette du passé, à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui savent pourquoi il a été créé. Donc, les trois quarts des gens à l'heure actuelle qui connaissent le pitbull ou l'amstaff et qui connaissent de ce qu'ils connaissent du pitbull ou l'amstaff, c'est ce qu'ils connaissent des faits divers, de l'actualité des médias, mais ils connaissent pas leur histoire. Les chiens, c'est comme les enfants, la base, c'est l'éducation. Ça, c'est sûr et certain, je ne pourrais jamais dire le contraire. Louise, la brocanteuse. Les origines de la génétique sont encore fort présentes dans les anciens chiens de travail, l'explication que tu donnes. Ouais, effectivement. Il ne faut surtout pas sous-estimer il faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de la génétique, comme on l'avait dit la dernière fois. L'atavisme. L'atavisme, hein, donc les qualités héréditaires, etc., qui est le patrimoine génétique qui est transmis de génération en génération.
qui parfois peut être beaucoup plus présent que dans d'autres jeux. Même dans la même mêlée, les mêmes chiots, certains chiots peuvent être beaucoup plus, avoir des propriétés beaucoup plus inhérentes à l'histoire de leur race que d'autres, tout simplement. Ceux qui disent, mais la France, ce n'est pas la même loi que chez eux. Malheureusement. Alors, David, la mémoire génétique, ça joue un rôle dans le comportement du chien? Oui, ça joue un rôle. La mémoire génétique, le patrimoine génétique, tout ça, ça joue un rôle. Dans l'hérédité du chien, bien sûr que ça joue un rôle. Alors, les pourcentages, chacun il va y aller de ses pourcentages, mais ça joue un rôle. On arrive tout de suite dans le sujet sur les comportementalistes et les éducateurs canins, les experts canins. Comment reconnaître les vrais, comment reconnaître les bons. Je termine les commentaires et on aborde ce sujet qui sera aussi croustillant que le précédent. Participer à des journées avec nos chiens. Benjamin, tu dis que si ton objectif n'est pas forcément que ton pitbull s'entende avec ses congénères, mais plutôt qu'il accomplisse une performance dans le sport, ne te trouves-tu pas égoïste vis-à-vis de ton chien? Ce que je veux dire, c'est qu'un chien est un animal social et de mon humble avis, je pense qu'il a besoin de contact avec ses congénères. Ne trouves-tu pas que tu prives de quelque chose de primordial à son bien-être? Benjamin Boisis, j'apprécie ta question. Je suis très content que tu me poses une question pareille parce que je serais susceptible, je me dirais, ouais, gna, gna. Non, je suis très content que tu poses cette question-là. Donc ici, tu es en train de me demander... Donc tu me dis à moi, pour ceux qui suivent là maintenant, tu dis que si ton objectif n'est pas forcément que ton pitbull s'entende avec ses congénères, mais plutôt qu'il accomplisse une performance dans le sport, ne te trouves-tu pas égoïste vis-à-vis de ton chien? Alors je te réponds, non, je ne me trouve pas égoïste. Et tu sais pourquoi? Parce que moi, je parlais de manière générale, je ne parlais pas spécialement par rapport à moi, que je ne voulais pas que mes chiens s'entendent avec les autres chiens. Je parlais de manière générale, je ne disais pas que c'était moi. Mais, comme tu le sais, moi, mes chiens, je les ai fort axés par rapport au sport. Les personnes qui ont décidé qu'ils s'en foutent, que leur chien ne s'entend pas avec leur congénère, et qui ont décidé de tourner leur chien sur le sport, eh ben, est-ce qu'ils sont égoïstes? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont analysé, pour deux raisons. La première raison, c'est que ici, à la fin, quand tu dis, ne trouves-tu pas que tu prives quelque chose de primordial à son être, tu me dis, je pense qu'il a besoin de contact avec ses congénères. Mais le truc, c'est qu'il y a des chiens qui n'ont pas ce même contact que tu imagines. Ça veut dire qu'il y a des chiens qui ne s'entendent pas avec leurs congénères, alors qu'ils n'ont pas appris à ne pas s'entendre avec leurs congénères. Il y a des chiens, ils n'aiment pas leurs congénères, et en fait, le rôle de l'éducation, si on veut retirer cet attribut, ça va être de casser, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, ça va être de casser cette propriété inhérente envers ce chien. Mais si tu ne la casses pas, en tout cas, tu ne l'auras pas créée. Tous les chiens ne demandent pas à s'entendre avec les autres chiens, ça ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, je pense que tu le sais quand je le dis, tu peux t'en rendre compte. Tous les chiens ne demandent pas à s'entendre avec les chiens. C'est justement nous que ça arrangerait. Nous que ça arrangerait que les chiens s'entendent avec tous les chiens. Alors que nous-mêmes, les humains, on ne s'entend même pas avec tous les humains. Ça, c'est pour répondre premièrement. Deuxièmement, le fait de vouloir les axer dans le sport, ce n'est pas égoïste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une analyse au départ des besoins du chien. Je vais prendre mon propre exemple. Mes chiens, tous les jours, ils ont envie de s'éclater. Ils ont envie de faire un truc de fou. Ils sont dynamiques à fond et ils ont envie d'exploser, ils ont envie de sprinter, ils ont envie de se donner à fond dans une activité sportive. Ça va? Et le jour où je fais pas ça, où je fais pas quelque chose avec eux, mais moi je ressens, ils sont pas calmes, ils ont beaucoup d'énergie. Quand ils circulent, ils sont très vifs, ils ont envie de bouger, ils ont envie de jouer. Et quand je sors un jeu ou que je leur propose un jeu, ils sont directement prêts à jouer. Ça va? Et je vais les amener sur des jeux, je vais leur faire certains jeux qui vont pas leur suffire. Parce que ça va être des jeux qui sont malheureusement pas assez, je sais pas, puissants ou qui dépensent pas assez. Si je les prends et que je vais faire un tour du parc ou je vais faire un tour du quartier ou que je vais me balader, mais ça va pas être assez pour eux. Même s'ils reviennent avec la langue comme ça, ou que les gens, parfois ils les voient et ils disent, ils ont pas de cardio, etc. Mais vous vous trompez. Ils sont là, ils respirent comme ça, mais c'est pas pour ça qu'ils sont épuisés. Ils ont envie de faire des trucs je vais pas dire des trucs de fou parce que nous on se comprend entre jeunes ou entre, je sais pas, internautes, mais il y a des gens ils vont dire des trucs de fou. Vous voyez, ils plaident la folie et compagnie. Non, ils ont envie de faire des trucs qui se dépensent à fond. Et alors,
c'est en faisant ces activités sportives que je fais et que je montre dans mes vidéos que là, ils trouvent du bien-être. Là, ils trouvent du challenge. Ce sont de grands challengers. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, le Dog Survival, que j'ai fait. Ils aiment le challenge. Ils aiment faire des choses qui les dépassent, des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude, ou alors qu'ils ont l'habitude, mais qui doivent se donner à fond pour exécuter cette tâche. C'est ce qu'ils aiment. Donc, c'est à leurs besoins que je réponds en pratiquant ces sports avec eux. Comme ça, tu as la réponse. Et je vais même te répondre à ton commentaire en disant que c'est dans la réponse. La réponse est dans la vidéo. La réponse est dans le live vidéo. Comme ça, si quelqu'un d'autre vient après, bah, il aura vu cela. Bien. Alors, nous allons évoluer vers l'autre, les origines asiatiques, tac, 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 tac. Tu dis, nana, Marco a un très grand rôle, c'est pour ça qu'il est très important de connaître la race du chien avant qu'on le prenne. C'est vrai qu'il faut absolument étudier la race du chien qu'on prend avant de le prendre, c'est très important, et pas juste craquer sur une boule de poil qui plus tard deviendra un chien adulte avec des propriétés physiques et cérébrales particulières. Loïc Echard, il n'y a pas de solution. Le propre des médias n'est pas de faire de l'analyse et de l'information, mais du sensationnel et de l'émotionnel. Loïc Echard, tu as tellement raison. Et c'est utopique de penser comme je pense, d'imaginer que je... Mais moi, j'ai proposé des solutions en me disant que si jamais il y a des médias qui s'estiment être impartials, eh ben, prenez ce que je vous donne et utilisez l'information que les propositions et les solutions que je viens de vous proposer pour essayer de faire quelque chose de mieux et d'arrêter de faire ce qu'on appelle dans notre langage du bullshit. Mehdi, tu as raison pour d'éducateur canin qui a délibérément enfoncé Curtis lors de leur reportage de MERDE. J'espère qu'il nous regarde et ignore, j'espère que l'enveloppe en valait la peine. Mais franchement, ouais, l'enveloppe financière, hein, les pesetas. Hein, pesetas, je sais pas si c'est le bon terme là. Mais je suis d'accord avec toi. Mais l'éducateur là, Erickson là, hein, je dirais pas son nom, mais vous entendez bien de qui je parle. Ce Erickson, ce gars, on va y venir tout de suite dans le sujet qui est là, mais de nouveau, c'est un live, donc je prends le temps quand même de lire vos commentaires, c'est important avant d'évoluer vers le sujet suivant, parce que de nouveau, je vais me lâcher en roue libre, là. Non, ce Erickson, il y a quelque chose qui est très contradictoire. C'est qu'il s'estime être expert canin, machin truc, comportementaliste, éducateur, tout ce que tu veux. Mais regardez les partages qu'il met sur Facebook. Le gars, il partage des vidéos d'un chien qui fait quelque chose de mal et il met aucun commentaire. En fait, lui, il laisse attiser la haine, les commentaires, et après, il répond même pas aux commentaires. Il répond de temps en temps un petit truc vite fait et puis il disparaît. Tu lui poses des questions, il disparaît, il répond pas. Ou alors, il te fait un copier-coller pour toutes les personnes, il envoie le même copier-coller. Quel est l'objectif? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est un idiot. J'aimerais bien le rencontrer, mais j'aimerais même le rencontrer. Mais en fait, c'est bête parce que je sais pourquoi il fait ça. Il a des intérêts, mais des intérêts qu'il ne peut pas divulguer. Je sais pas si c'est les followers, ou si c'est le cash, ou si c'est quoi, mais il a des intérêts. Et monsieur Erickson, hein, on va parler de ce Erickson, cracheur de feu dans la gueule de nos compagnons de... Cracheur de feu, et quel feu, s'il vous plaît. Mimi. Excellent. Mimi, ici, en plus, qui est comporté... Alors, je vais lire son commentaire, je le découvre en même temps que vous. Faux. Désolé, mais même 2 chiens autorisés en France peuvent faire naître des catégories 1. Tout chien non-lof ayant des caractères physiques semblables aux critères du chien de catégorie peut être catégorisé. Un Labrador X-Boxer peut être catégorie 1. Alors, Mimi... Toi, tu es française. Moi, je suis belge. Je ne maîtrise pas toutes les connaissances françaises. Je n'ai aucune honte à l'admettre. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai demandé à ce qu'on précise certaines informations par rapport à ça. Le boxer, est-ce qu'il est catégorisé en France? Est-ce qu'il est catégorisé en France? En fait, je me demande si maintenant un boxeur est croisé avec un Yorkshire. Voilà, ça c'est parfait. Si un Labrador est croisé avec un Yorkshire, donc je répète, si un Labrador est croisé avec un Yorkshire, est-ce que vous, en France, vous appelez ça un pitbull? C'est la question que je pose. Et même si je pose cette question, que je lis la réponse trop tardivement, je vous dirai quand même une chose, c'est que même si jamais, en donnant les races que Christophe a données pour authentifier l'origine de Curtis, 2 races autorisées en France, je ne sais plus quelles étaient les races, mais même si ces 2 races ne sont pas catégorisées et qu'au final ça en fait un pitbull en France, la manipulation médiatique, elle a quand même lieu.
Parce que eux, leur but, c'est de mettre en scène le fait que c'est un pitbull, donc c'est un chien dangereux, parce que un pitbull est un chien dangereux. Pour eux, c'est ça. Un pitbull, c'est un chien dangereux. Et ça, c'est pas convenable. Que vous appelez un pitbull l'American Pitbull Terrier, ou que vous appelez un pitbull le fait qu'il soit croisé de deux races, de catégorie ou pas de catégorie, un pitbull, peu importe ce que vous en donnez la définition, en tout cas si c'est une des 3 définitions que je viens de donner, un pitbull n'est pas égal à chien dangereux. Ce n'est pas convenable. Là, on ne sera pas d'accord. Et on peut en discuter. Vous pouvez me dire, oui, c'est chien dangereux. Et moi, je lirai vos arguments. Hein. Tant qu'il y a des argumentations, c'est le plus important. Et à ce moment-là, on réagira ensemble. C'est important et c'est très intéressant. Et surtout simplement qu'ils ont mis le fait que Curtis avait participé à un concours de pitbull et donc ça voulait dire que c'était un pitbull, mais ça c'est un élément faux puisque dans le concours où il y a des pitbulls, il y avait aussi des chiens d'autres races. Merci Junior de remettre les choses à leur place, de rien Vanessa. Alors Reynald Leke, des préjugés. Et il est plus facile de remettre la faute sur ces chiens que les chiens de chasse, car sport de riche, donc intouchable. Intouchable. Des fois, je me demande même comment est-ce qu'ils arrivent à mener un combat contre ces gens-là, parce que c'est hyper chaud. C'est hyper chaud. Moi, j'aurais perdu... Mais déjà... Enfin, soit. S'attaquer à ce level de... Ce level de... C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Alors, réponse à... D'accord avec toi. Loïc, quand un chien mord, qu'il s'agisse d'un caniche ou d'un molosse, c'est le propriétaire qui est responsable. Chacun d'entre nous est tenu de contrôler son animal. Quand un chien mord, qu'il s'agisse d'un caniche, c'est le propriétaire qui est responsable. Chacun d'entre nous... Oui, effectivement. Éducation, laisse, muselière, effectivement. Si jamais, d'ailleurs, on a décidé... Si jamais on n'a pas fait le taf qu'il fallait niveau éducation, si jamais on n'a pas maîtrisé la situation, et qu'on se rend compte qu'on a entre les mains un chien qui a un comportement malveillant dans son environnement. Effectivement, c'est à nous de prendre nos dispositions. C'est pour ça que la muselière existe, c'est pour ça que la laisse existe, et c'est pour ça que beaucoup d'autres choses existent. Je vous ai dit là tantôt, les accidents aussi existent, c'est malheureux, mais on doit apprendre de nos accidents pour ne plus reproduire et pour avancer, pour éviter de causer du tort à autrui. Alors, so I'm back home, thanks a lot, looks good on the dog. Ouais, sermon, si, ça vous dit rien, mon commentaire, vous devriez voir ailleurs, vous et votre ami Stéphane Partouche. Ça vous fait rire, mon commentaire? Réponse à Mimi. Ah, bon, là, c'est pas moi. Donc, ok, donc là, il y a 2 personnes qui se font un débat dans les commentaires. Les médias manipulateurs, les chiens n'est pas forcé de s'entendre avec ses congénères, sauf si le travail est fait. Certes, mais bon, l'humain se tape autant et pourtant. Effectivement, comme on l'a signalé, là je l'ai signalé là tantôt en live. Megan Petit, oui, il faudrait que tu puisses intervenir. J'ai pas compris. Louise, oui, il n'y a que la vérité qui dérange, c'est connu, effectivement. Soutien total Junior sur tes paroles. Juste merci beaucoup, je like. Christelle Toin. Justice pour Elisa et Enzo, le petit bébé qui était dans le ventre d'Elisa. Amitié pour Christophe, je like. Ricardo, yo, salut à tous et à tous. Ricardo, merci de nous prendre le train en route. On est ensemble, les gars, on est ensemble. Il y a du lourd encore qui arrive, ça va être chaud. Je sais qu'il est tard, il est déjà 22h30, on va accélérer. Voilà, je crois que je vais pas pouvoir lire tous les commentaires. Si je vois la vidéo que tu as vue où elle dit tue-le, c'est des gens à côté de chez moi, faudrait mieux que je les croise pas. Ouais, non, mais ça c'est des inconscients. C'est des inconscients. Ça, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas encore conscience. Dans 5 ans, 10 ans, ils se diront oh, comment j'ai pu faire une chose aussi bête. C'est des inconscients, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils aient publié tout ça. Voilà. Santé poteau, David, excellent. T'inquiète, Junior, je parle. Ok, bon, les gars, on va passer au truc d'éducateur. La guerre pour France contre la France. Il me semble qu'un certain canton suisse, il faut passer un permis pour posséder un chien. Ça ne me semble pas stupide que de devoir prendre quelques cours sur le comportement. Écoutez, tous les plans de faire des permis pour avoir des chiens, des permis pour voir si on est capable de ne pas abandonner un chien, pour moi, ça va rien régler. Parce qu'en vérité, une personne qui va abandonner un chien, c'est jamais écrit sur son visage. Il pourra faire tous les tests qu'il veut. On va pas lire que, oh oui, toi, dans le futur, tu vas abandonner ton chien, tu vas l'accrocher à un poteau, tu vas partir. De même que pour ce qui est de devenir un chien corpulent ou...
Il me semble que certains comptes font plus passer sa taille. Non, ces tests-là, ils veulent rien dire. Enfin, on peut essayer de le faire, on va peut-être limiter d'un petit peu, hein, mais pour moi, ça fera pas vraiment le taf. Alors, oui, ça a été très bonne idée, mais ça a été malheureusement... Ricardo, effectivement, il habite en Suisse et il confirme qu'apparemment en Suisse, il y a des tests pour détenir des chiens et pour... Ah, ils avaient annulé cette loi. Ah, ça a été remis. Ah bah écoutez, permis chien potentiellement... Donc, permis de chien potentiellement dangereux et il n'y a que les personnes qui l'ont qui peuvent promener ma chienne. Donc apparemment en Suisse, ouais, il faut avoir un permis pour détenir des chiens potentiellement dangereux. Seigneur, ce port d'éducateur du dimanche apparu dans le reportage de l'affaire Curtis. Permis d'adopter en Suisse. Je peux pas cliquer sur les liens maintenant. Bon les gars, écoutez, venez, mon père éducateur, plusieurs fois champion du monde dressage, il m'a confirmé que les méthodes d'Eric sont n'importe quoi. Écoutez, bon, on passe aux éducateurs, aux spécialistes, ça va? C'est parti, c'est parti. Encore une fois, bien évidemment, ce sont les définitions sur la loi française. Ok, bien. Alors, je sors mon petit fichier. Il est où mon petit fichier? Il est où? Tadadam, tadadam. Expert canin, comportementaliste, éducateur. Comment reconnaître les vrais? Comment reconnaître les bons? Comment les reconnaître tout court? Le grand problème en Belgique et en France, je me suis renseigné dans les sites internet proposés sur Google, dans les vidéos proposées sur YouTube, dans mes contacts. Certains contacts sont parmi les personnes qui suivent ce live actuellement. Merci tous d'avoir répondu déjà à mes questions et je suis content que d'autres aient pu publier sur YouTube pour que je puisse m'instruire davantage à ce sujet. Donc je vous apporte le fruit de mes recherches, le fruit également de mes connaissances. Si elles sont erronées, n'hésitez pas à le signaler. Si elles sont à nuancer, n'hésitez pas à le signaler. Je réagirai par rapport à tout ça. Il faut savoir que le métier d'éducateur canin, en fait, déjà la différence entre le métier de comportementaliste et le métier d'éducateur. Le comportementaliste canin, il est censé avoir comme aptitude de pouvoir lire dans le comportement du chien, comme son nom l'indique, comportementaliste, de pouvoir comprendre les signes avant-coureurs et compagnie, de pouvoir lire dans le profil du chien, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, pourquoi il agit comme ci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, donc le comportementaliste canin, cette fonction est plus liée à la lecture du profil du chien, tandis que l'éducateur est censé avoir toutes les bases finalement du comportementaliste, puisqu'ensuite il va éduquer le chien, il va amener les solutions qui va permettre d'éduquer le chien, tout simplement. De pouvoir développer des capacités à se comporter comme on le souhaite. Je précise comme on le souhaite parce que, comme je vous ai dit, on n'éduque pas un chien d'une seule manière. Le gars qui a un objectif chien de travail pour ceci, l'autre pour les chiens de traîneau, celui qui a l'objectif chien de traîneau, il ne va pas apprendre son chien à ne pas tirer, par exemple, parce que c'est contraire à ce qu'il a envie de faire. L'autre qui est en mode chien de défense, il ne va pas apprendre son chien à kiffer tous les gens qui voient arriver dans sa parcelle, puisqu'il est censé signaler quand il y a quelqu'un qui se présente dans sa parcelle. De l'autre. Donc, en fonction des objectifs, chacun va devoir éduquer son chien comme il le faut. Et le rôle de l'éducateur canin, ça va être de lire le profil du chien, de voir comment il se sent, ce dont il a besoin, ce qu'il est capable ou incapable, etc. Ou qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche. De voir avec le propriétaire dans quelle direction il veut aller et de lui donner les armes pour pouvoir... Enfin, les armes. De lui donner les capacités de pouvoir évoluer avec son chien au quotidien vers les objectifs qu'ils ont. Maintenant, le problème, c'est que si moi, demain, je décide de devenir comportementaliste, je peux faire une page où je peux faire des annonces sur Google et dire, voilà, Junior Big Black Boy, comportementaliste canin, règle tous vos soucis, vous apprend sur votre propre chien. Vous
Vous allez voir mon numéro de téléphone, vous allez me contacter, je vais vous dire oui, je suis comportementaliste canin, je peux me rendre pour 50 ou 70 euros de l'heure et régler tous vos soucis éventuellement, etc. Je peux le faire, oui. C'est un métier qui n'est pas protégé en Belgique et en France. C'est un métier qui n'est pas protégé. Maintenant, pour le métier d'éducateur canin, il existe plusieurs types de formations. Et il y a des formations pour l'État qui apparemment valent plus que d'autres. Il y a des formations qui se font dans des cursus sur 2 ans, sur deux années, et qui vont faire valider un diplôme ou une certification de manière officielle. Mais ce qui est drôle, c'est que pour obtenir ce diplôme, dont je ne me rappelle plus les abréviations, eh ben, ils devront quand même passer 2 semaines ou quelque chose comme ça, 60 heures, en tout cas 2 semaines, dans certains centres privés de formation, certains centres de formation privés d'éducateurs canins. 2 semaines. Le problème du métier d'éducateur canin et de comportementaliste, c'est que c'est un métier de terrain. C'est un métier d'expérience. Il y a des gens qui donnent cours d'éducateurs et de comportementalistes par Internet, de manière informatique. Et je trouve que c'est peu normal. C'est peu normal. Je ne dirais pas que c'est pas normal et je ne dirais pas que c'est normal. Je dirais que c'est peu normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dans toute fonction, il y a des bases. Et quand on arrive là et qu'on connaît rien au chien, on ne sait rien du tout d'un chien, il y a des bases qui, selon moi, peuvent être transmises de manière théorique. Ça, c'est vrai. Mais la plus grande partie de l'exécution du métier de comportementaliste éducateur canin, il n'y a rien à faire. Elle se fait dans la vraie vie. Elle se fait dans la vraie vie et ça amène même à se demander justement si est-ce qu'une personne qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, mais qui a des capacités avancées à pouvoir cerner un chien et une capacité à pouvoir créer des solutions optimales pour pouvoir faire évoluer le chien vers le chemin que l'on souhaite, est-ce que cette personne finalement ne vaut pas autant qu'une personne qui aurait étudié? Mais ça, c'est pour le... C'est juxtaposé au sujet numéro 3, à savoir les études vs l'expérience du terrain. Le métier d'éducateur canin, de comportementaliste canin, c'est un métier qui n'est pas protégé, c'est un métier que tout le monde peut pratiquer, c'est un métier que si vous pouvez pratiquer des formations privées dans différents centres, il y a plein de centres en France, il y en a aussi éventuellement en Belgique, mais chacun va enseigner à sa propre manière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui estiment que c'est de cette manière qu'on apprend à éduquer un chien. Il y a d'autres gens qui estiment que c'est d'une autre manière qu'on éduque un chien. Mais en fonction de l'école que vous allez suivre leur cursus, vous allez étudier, vous allez passer les examens, vous allez avoir des certifications. Ces certifications, elles vont vous servir à quoi? Elles vont vous servir à pouvoir vous crédibiliser. Ça veut dire que quand quelqu'un vous dit ah oui, mais j'ai vu que vous étiez comportementaliste canin et éducateur canin. Je vais plus parler du métier d'éducateur parce que comportementaliste, c'est vraiment du jour au lendemain. Éducateur, encore à la limite, il y a quelques heures à avoir avant de pouvoir se prétendre éducateur canin, mais ça reste des heures que tu peux faire même de chez toi. Tu peux, en très peu de temps, chez toi, devenir éducateur canin avec quelques cours qu'on t'aura envoyés par Internet et puis tu n'auras vu aucun chien. Et voilà, maintenant, tu as une certification, une attestation qui dit que tu as suivi le cursus et que tu es éducateur canin. C'est problématique. On lit le comportement. Chaque chien est différent. Finalement, vous savez, hein, on tourne en rond. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui n'ont pas étudié, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui savent. Moi, ce que je me rends compte, c'est que il y a plein de personnes sans qualification qui s'autoproclament comportementalistes éducateurs canins et qui peuvent être aussi mauvais qu'ils peuvent être bons. Je connais des personnes qui ont été diplômées, ils ont eu un peu de connaissances et puis qu'ils arrivent en mode « Ouais, mais non, mais moi, je suis éducateur canin, j'ai étudié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais des gens qui, en fait, quand je vais les écouter parler, je vais voir qu'en vérité, moi, je suis pas comportementaliste, je suis pas éducateur. Et je chercherai jamais à mettre en avant que je le suis. Mais pourtant, j'ai conscience qu'il y a des connaissances où je suis plus avancé que des gens qui ont étudié leur bouquin. Je vous dis pas que j'ai rien à apprendre d'eux. Hein. Je suis sûr que si jamais je vais lire un bouquin, je vais apprendre beaucoup de choses que j'ai jamais appris parce que j'ai jamais ouvert un bouquin à ce sujet. Hein. Donc je respecte. Mais quand tu as juste lu tes livres,
ou que tu as juste pris ton truc en 3 mois ou en 2 semaines, faut pas venir commencer à cracher sur la tête des autres en mode se sentir plus haut que les autres. Parce que t'es pas plus haut que les autres. T'es pas plus haut que les gens qui ont leur expérience, t'es pas plus haut. Alors, pour répondre à la question du comment reconnaître les vrais, comment reconnaître les bons, moi, j'ai relevé 3 points particuliers. Vous allez voir dans ces 3 points que je vais peut-être même sembler à donner du crédit à ce monsieur Ericsson, ce tant détesté monsieur Ericsson. Un monsieur que malheureusement, moi, je l'ai en travers de la gorge. Moi, personnellement, ce monsieur Ericsson, Eric machin son, machin tam tam et son son, ce type-là, moi, ce type, moi, je l'ai en travers de la gorge. Tout simplement parce que déjà, ses publications, je peux pas. Et en plus, ses manières, je peux pas. Mais voilà, là, on n'est pas là pour faire dans l'émotionnel. On va essayer d'être le plus impartial possible. Et donc, je vais vous donner 3 points, selon moi, toujours selon moi, à observer pour repérer les bons, les vrais éducateurs canins et comportementalistes, experts et patati. La première chose, selon moi, à observer, c'est la finalité. La finalité, donc j'entends par là, est-ce que la personne est compétente? Est-ce que la personne est compétente? Comment savoir si la personne est compétente? Eh bien, vous le saurez si, évidemment, il a du résultat. Quand vous allez voir un comportementaliste canin ou un éducateur canin, en général, c'est que vous avez un problème ou que vous manquez de connaissances pour arriver à certains objectifs. Ça veut dire que, peu importe la manière dont la personne va le faire, si jamais il fait quelque chose qui vous apporte la solution, donc la finalité, eh bien, on peut dire qu'il marque un point. Il marque un point parce que vous avez un objectif, il vous fait atteindre votre objectif. Pourquoi est-ce qu'on va dire il est mauvais? Non. S'il réussit à vous amener à votre objectif, c'est que quelque part, il est bon. Donc, c'est le premier point à observer. Mais ce n'est pas le seul point, donc ne vous énervez pas en commentaire, ne m'attaquez pas, ne sortez pas la Kalachnikov pour commencer à faire bras. Va voir ta mère qu'elle te serre dans ses bras. Ne commencez pas avec des choses comme ça. C'est le premier point. Le deuxième point, et là je pense qu'on sera tous d'accord, c'est la méthode. La méthode, oui, parce que la méthode, les manières qui peuvent potentiellement porter préjudice au chien. Moi, si jamais il y a un gars qui vient, qui veut m'expliquer comment est-ce qu'on apprend le assis à mon chien. J'ai bien dit si, hein, donc c'est un exemple, hein, j'invente une situation. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle s'est déjà produite quelque part dans ce monde, dans ces plats pays. Et qui crache sur mon chien. Tout un jet de dégueulassité immonde dans sa gueule pour lui apprendre comment s'asseoir. Et je vous dis que c'est un exemple inventé, hein, donc n'allez pas que cet important personnage qui pourrait se reconnaître ne vienne pas me dire « Non, c'était pas pour lui apprendre le assis que je lui ai craché dans la gueule, c'était juste pour... » Non. Moi, la personne qui crache dans la gueule de mon chien pour lui apprendre quelque chose, ben, je vais lui cracher peut-être, hein, je ne dis pas que je vais le faire, mais peut-être que je vais lui cracher à la gueule, peut-être que je vais lui taper à la gueule, peut-être que je vais lui dire des mots doux à la gueule, dans le cou, dans les côtes, dans les genoux, les cuisses, les chevilles, l'attacher, enfin lui faire des choses comme ça. Peut-être, c'est des peut-être, hein, je ne vous dis pas que c'est ce que je vais faire, je ne vous dis pas que c'est ce que je ferai. Mais la méthode, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a des personnes, il y a une méthode qui s'appelle la méthode positive, qui est fort à la mode en ce moment. C'est une méthode qui est axée sur... et c'est d'un extrême à l'autre. Ça veut dire que la méthode positive, moi, personnellement, je demande encore à communiquer, mais dans la vraie vie. Parce que les réseaux sociaux, quand j'essaie de parler avec des gens qui sont en mode méthode positive, je vois qu'on a encore du mal à se comprendre. Moi, il y a des gens que je dois rencontrer dans la vraie vie pour qu'ils m'expliquent la méthode positive. Parce que la méthode positive, je sais qu'elle comprend le fait qu'on ne tape pas un chien. Alors, le fait de ne pas taper un chien, je ne vais pas vous dire je suis contre. Mais je sais que ça prend aussi le fait qu'on ne crie pas sur un chien. Par contre, ça, moi, je ne vais pas m'en cacher.
éduquer un chien sans jamais lui crier dessus, pour moi personnellement, j'y arriverai pas. Peut-être que je suis incapable, peut-être que je suis pas assez bon pour ça. Mais éduquer un chien sans jamais crier, sans jamais élever la voix, moi, je m'en sens pas capable, personnellement, hein. Maintenant, certains en sont capables, certains ont la patience. C'est pas seulement une question de patience, hein. C'est pas seulement une question de patience, c'est aussi une question de capacité à pouvoir le faire et avoir les clés pour y arriver. Certains l'ont. Maintenant, moi, j'ai rencontré pas mal de chiens différents dans ma vie et je sais qu'il y a des chiens, enfin, moi, jusqu'à preuve du contraire, il y a des chiens, tu ne pourras pas les éduquer juste avec ta petite voix et tes friandises, ce ne sera pas suffisant. À moins que tu te prennes des erreurs. Parce que tu as des chiens qui sont si chauds que soit ils vont te mordre, soit ils vont te mordre des autres animaux, soit ils vont faire des erreurs qui vont... Ça peut pas... Si tu veux éduquer un chien à ne pas faire pipi dans ta maison, avec une méthode positive, il y aura une marge d'erreur. Ça veut dire que parfois, il va faire pipi dans ta maison, mais tu vas évoluer dans ton processus avec patience, etc. Mais imagine que tu dois, dans ta méthode, pouvoir encaisser le fait que ton chien est susceptible de devoir mordre parce qu'il n'est pas encore prêt. Mais ça ne peut pas arriver, en fait. Ça ne peut pas arriver. Le chien, il ne peut pas mordre. Il ne peut pas mordre. Tu n'as pas droit à cette erreur-là. Donc alors, on fait comment? Méthode positive. Moi, je ne suis pas encore calé là-dedans. J'essaie d'en apprendre plus. Je pense que c'est une nouvelle méthode, une méthode très contemporaine qui peut être très intéressante. Je ne cracherai pas dessus. Mais pour l'instant, j'attends qu'on me prouve ces méthodes avec des chiens très, très nerveux, très, très chauds. Est-ce que c'est possible? Je vous dis donc comment savoir en 3 points si un éducateur, un comportementaliste canin est bon. Je ne dirais pas vrai, parce que vrai, alors on va me dire, ça veut dire officiel. Ça veut dire que si tu as le diplôme, si tu as ceci, si tu as cela, ben, ça veut dire que tu es un vrai. Bah ouais, bah, tu es un vrai, mais est-ce que tu es un bon? Tu peux être un vrai et être pas bon, hein, en vérité. Tu peux être, ouais, comme il y a des vraies personnes dans leur profession, mais ils ne sont pas bons dans leur profession, en fait, hein. Donc voilà. Donc le premier point à observer, c'est la finalité. Est-il compétent? Est-ce qu'il est capable de t'amener à ton objectif? S'il est capable de t'amener à ton objectif, c'est un point qui marque. Le deuxième point, c'est la méthode. Quelle méthode il va emprunter, il va utiliser? Si jamais tu ne valides pas ces méthodes, forcément, tu ne vas pas y aller. Il y a des gens qui vont avoir des méthodes soit dégueulasses, soit très, très coercitives, je ne sais plus comment on dit ça, coercitives. Enfin bon, bref, en exprimant des contraintes par rapport au chien. Et ça va être moins cool, mais parfois tu vas te dire, bah, écoute, s'il faut passer par certains trucs qui ne sont pas très chouettes pour arriver finalement à une bonne finalité, bah, finalement, pourquoi pas, quand on doit te faire une incision dans ton bras pour t'enlever du pus, bah, l'incision en soi, ça ne fait pas du bien. On doit rentrer le scalpel dans ton corps, c'est pas chouette, ça fait mal. Mais vu que tu sais que la finalité, c'est pour te retirer le pus que tu as en toi, ben, finalement, pourquoi pas faire l'incision? C'est pas si mauvais que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des méthodes qui peuvent paraître trash, mais qui finalement apportent un résultat convenable. Et donc finalement, on ne devrait pas tant cracher là-dessus, ça c'est drôle. On ne devrait pas tant s'en prendre à ces méthodes. Chose qui pourrait faire plaisir à Monsieur Erickson d'entendre une chose pareille, hein. Mais quand même, à partir du moment où il existe des méthodes qui sont différentes de ces méthodes, parfois qualifiées d'atroces, eh ben, utilisons ces autres méthodes. Il y a d'autres chemins. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Eh ben, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de chemins qui amènent à pouvoir éduquer notre chien convenablement ou à pouvoir corriger des défauts que notre chien a. Le troisième point que je relève personnellement, que moi j'ai décidé de noter, c'est la capacité d'enseignement. Comprendre les maîtres et faire comprendre au maître. Vous ne serez pas éternellement avec ce maître ce maître qui est avec son chien. Ici, je ne pense pas que je parle à beaucoup d'éducateurs, je pense que je parle à beaucoup de maîtres. Donc, vous, quand vous allez chercher un comportementaliste, un éducateur canin, vous devez aussi faire preuve d'un petit peu de feeling. Vous ne devez pas juste boire des paroles et vous laisser emporter comme ça. Oh, il est beau. Oh, il parle bien. Oh, je le suis. Non, vous devez aussi analyser la pertinence de ses propos. Si jamais vous sentez que la personne a cette capacité déjà de comprendre ce que vous lui dites, ça va, il s'est interprété à sa juste valeur. Il s'est interprété à sa juste valeur
vos propos, les choses que vous lui racontez, et qu'en plus, il a la capacité de trouver les mots pour vous enseigner ce qu'il a envie de vous transmettre, eh bien alors, ça, c'est une capacité que tout le monde n'a pas. C'est comme au football, il y a des gens qui sont des excellents joueurs de football, mais ce n'est pas des excellents entraîneurs. Parce qu'ils sont capables de jouer au football, mais ils ne savent pas comment enseigner l'art du football. Eh bien, avec les éducateurs comportementalistes canins, c'est la même chose. Il y en a qui sont très bons pour pouvoir éduquer leur chien, mais la capacité de pouvoir apprendre à un maître à s'occuper de son chien, ils l'ont pas forcément. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut sentir. Et finalement, je vous dirais que dans ces 3 points-là, finalité, méthode et capacité d'enseignement, donc comprendre les maîtres et faire comprendre les maîtres, et faire comprendre aux maîtres, eh ben, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter différents comportementalistes. Il ne faut pas juste vous accrocher à celui qui est le plus célèbre, celui qui est plus ceci ou celui qui est plus cela. C'est intéressant de pouvoir toquer à plusieurs portes, des portes différentes, et de voir lequel vous inspire le plus de confiance, lequel vous sentez mieux, lequel vous trouvez le plus convenable dans ses propos, qui a le plus de pertinence en fait. Donc c'est ça. Ça peut coûter plus d'argent d'aller en voir 2-3, surtout quand vous en avez vu qu'un et que vous avez flashé sur lui et que vous vous dites lui c'est le top, c'est le Graal. Non, finalement, il peut arriver que vous allez en envoyer 2, vous envoyez 3 et finalement, vous commencez à nuancer vous commencez à vous dire, finalement, je pensais que le premier c'était le top, mais quand j'écoute ce que le troisième dit et que je vois ce que le deuxième dit, je trouve que le deuxième est plus sensé pour mon cas à moi. Parfois, un éducateur comportementaliste canin sera plus apte à gérer votre situation, mais ce n'est pas pour ça qu'il sera le plus apte à gérer toutes les situations. Parfois, pour un autre type de situation, là, il sera très excellent pour tout ce qui est gérer les cas d'agressivité, et l'autre, il sera excellent pour trouver les meilleurs raccourcis pour vous apprendre à éduquer votre chien dans les positions ou dans les trucs du quotidien, en mode chien de famille, que les choses se passent bien. Que votre chien ne saute pas sur vous pour rien, que votre chien sache où est sa place, que votre chien ne vous gratte pas de la nourriture pour rien. Enfin, des tas de choses assez simplistes finalement, mais qui méritent quand même une certaine capacité d'apprentissage et d'enseignement. Ça va? Donc là, on a vu les 3 points. Voilà, maintenant le monsieur Erickson, je vais quand même laisser une petite parenthèse pour ce Erickson là. Si jamais il a des gens qui soutiennent ce qu'ils font, ou qui ont été chez lui et qui en ressortent émerveillés et satisfaits, tant mieux pour eux. Moi j'ai envie de dire, si jamais vous avez pu encaisser le fait qu'il fasse ça à vos chiens et que finalement votre chien il a vraiment changé et que vous êtes arrivé à la finalité, point numéro 1, à vos objectifs, tant mieux. Franchement, tant mieux pour vous. Moi je trouverais ça triste pour les chiens, mais moi je ne suis pas la voix du monde. Moi c'est mon opinion. C'est peut-être l'opinion de 1000 autres personnes, 10 000 autres personnes, mais ce n'est pas votre opinion. C'est peut-être pas l'opinion aussi d'autres personnes. Donc moi je vous laisse ça à vous. Moi, je sais que personnellement, quand je vois ces vidéos, moi, je me dis, moi, Odin, Sacha, je les donne à M. Erickson pour qu'il commence à les gérer, là. Il fait ce qu'il leur fait, là. Il les fait trembler comme ça, là. Oh my goodness. Hey! Il y a des choses, des fois, moi, je suis un fou. Moi, des fois, il y a des choses que j'imagine là loin dans ma tête. Là, il y a des choses qu'il ne faut pas imaginer, tout simplement. Monsieur Erickson, je vois que vous manquez d'actualité, vous publiez des bêtises, là. Qu'on s'entende un petit peu, hein, si vous voulez, on s'appelle, on se voit, on discute un petit peu. Ce serait chouette un petit peu de pouvoir évoluer dans un... Bien. Avant d'enchaîner avec le sujet, à quel âge commencer le sport avec son chien? Une question qui est très régulièrement posée. Et de finir avec le sujet de ce Staffy de 2 ans, Oslo, abattu par la police dans son propre jardin. Je vais d'abord consulter les différents commentaires qui ont été posés pendant que je tapais mon monologue. Alors, Benjamin Boisy, je vois que tu t'es lancé sur un énorme message. Est-ce que c'est pour moi ou quelqu'un d'autre? Je pense que je ne pourrais pas prendre le temps de lire. Quand tu dis certains chiens ne veulent pas... Ah, bon, ok, c'est pour... Ok, je vais le lire parce qu'il est long, mais je vois qu'il est pour moi. Donc, je me suis certainement mal exprimé. Benjamin Boisy me dit, je me suis certainement mal exprimé en parlant d'égoïsme. J'encourage à 3000% le fait de faire du sport avec son chien.
le pousser dans ses plus grands retranchements, je suis profondément convaincu que c'est ainsi que le chien trouve son bonheur. Et ce particulièrement chez nos amis, les pitbulls. Ce que je voulais plutôt dire, c'est que sachant que tes chiens ne s'entendent pas avec les congénères, les as-tu mis en contact avec d'autres chiens? As-tu essayé quand ils étaient encore chiots? Ou les as-tu directement dirigés vers le sport sans même faire l'effort de tenter une socialisation avec les congénères? Alors je te dis déjà, je vais répondre à ta question avant de passer au sujet suivant parce que ta question est très pertinente et ma réponse est omniprésente dans mon cerveau. Je finis ton message. Quand tu dis que certains chiens ne veulent pas spécialement de contact avec leurs congénères, peux-tu m'en dire plus? J'aimerais bien qu'on parle de ce sujet hors live, si tu es d'accord. J'ai toujours été du même avis que toi sur tous les sujets, mais là, je pense qu'il est difficile de se comprendre sur la rubrique commentaire d'un live Facebook. J'attends ta réponse. Si elle est positive, je t'enverrai un message par Messenger. On pourra développer ça en live, mais je pense que ta question est si intéressante que je vais quand même apporter une part de réponse ici. Et je vais donc te répondre. Donc, tu m'as demandé, as-tu essayé quand tu étais chiot? Donc, de mettre mes chiens en contact avec d'autres chiens. Pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai pris Odin et Sacha, à ce moment-là, j'avais une compagne. Je ne sais pas si en France on dit le mot compagne, mais j'avais une copine. Et cette copine, en fait, je vais pas trop m'éterniser, mais elle, en fait, voulait un chiot. Et donc, elle a pris Sacha. Et m'a stimulé à prendre un chien. Et moi, j'avais ma chienne qui est décédée à l'âge de 13 ans, qui est encore vivante à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir plus large. Elle m'a incité à prendre un chien. Moi aussi, j'ai commencé à me dire, ouais, mais avec ma chienne qui est âgée, c'est vrai que peut-être que si je prends un autre chien, ça va prolonger un petit peu sa vie. Vous savez, quand on a un chien en fin de vie, on commence à se poser des questions. Malgré qu'elle était en bonne santé, ma chienne en fin de vie, mais je me disais, je connais l'âge auquel ces chiens-là décèdent. Donc peut-être que c'est pour bientôt. Donc j'ai pris Odin. On a pris Sacha et Odin, on a évolué avec eux. Et j'habitais seul, elle habitait de son côté. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a emmené Sacha partout. Dans les parcs, elle a fait jouer Sacha avec tous les chiens de tous les parcs, des Rottweilers, des grands chiens, des petits chiens. Elle a vraiment donné à fond. Et moi, Odin, il jouait plus avec ma chienne, ma première chienne qui avait 13 ans à ce moment-là. 12-13 ans, et Odin, il jouait plus avec elle, mais je jouais pas avec beaucoup de chiens dans les parcs, etc. Maintenant, moi, ce que je disais à mon ancienne compagne, je lui disais, écoute, sache que Sacha, tu l'as fait jouer avec tous les chiens, tu l'as sociabilisé à fond, c'est vraiment très très bien. Moi, je sociabilisais Odin à fond sur l'environnement. Je l'emmenais au parc, je l'emmenais à la foire, en ville, dans les transports en commun, pour qu'il s'habitue chez le garagiste, tous les bruits, qu'il s'habitue à tout à l'environnement. Mais niveau congénère, c'est vrai que je ne l'ai pas fait jouer avec beaucoup d'autres chiens. Sacha, par contre, elle a évolué avec énormément de chiens, énormément de races différentes, de tous les âges différents. Okay. J'ai toujours dit à cette compagne que tout ce que tu fais, c'est super bien, mais si un jour, il se passe une petite casserole, elle n'est pas contente, et elle déborde et elle s'en prend à un chien et elle lui fait la misère, il ne faudra pas que tu sois étonné. Parce que elle est certainement, et surtout quand elle sera adulte, elle sera certainement capable de faire, elle aura la capacité physique de faire un carnage au sein de la communauté canine, au sein de ses semblables, de ses congénères. Ça veut dire que beaucoup de chiens ne pourront pas tenir face à elle, ne pourront pas tenir à un affront. Je parle comme ça parce que je fais attention à ce que je dis quand même, parce que, voilà, ils ne pourront pas tenir l'affront face à elle, un accrochage. Mais si jamais un jour ça arrive malheureusement, tu dois savoir que ça pouvait arriver, que c'est arrivé, et tu prendras les dispositions pour que ça n'arrive plus. Mais si ça arrive, tu ne devras pas commencer à dire « Oh non, Sacha s'est battu avec un chien, je la jette dehors, moi je veux pas de chien comme ça, eh ben non. » Tu as pris ce chien-là, voilà, si tu voulais un chien et que tu es sûr qu'il va faire du mal à personne, tu prends un bichon. Un bichon, il peut faire du mal à des êtres humains, il peut mordre un être humain, il peut mordre un bébé, il peut mordre un autre bichon, mais tu sais qu'un bichon ne pourra pas faire mal à tant d'autres races de chiens, parce qu'il n'a pas les capacités physiques et ni d'antécédents sur le côté psychique à vouloir et à pouvoir faire du mal à un autre chien.
Quand tu prends un pitbull, en connaissant son histoire, en connaissant ses capacités physiques, en connaissant ses capacités cérébrales, si celui-ci n'est pas, si celui-ci sort de ses pompes, de ses baskets. Et voilà. On les a pris, je lui ai répété ça plusieurs fois, et je l'ai félicité à chaque fois qu'elle est partie faire jouer Sacha au parc avec d'autres chiens. Pour des raisons, parce que actuellement il y a des trucs de justice qui sont en cours, donc je pourrais pas, je voulais vraiment prolonger cette histoire, je pourrais pas aller dans les détails, mais ce que je vais vous dire, c'est que par après, Sacha a malheureusement eu, ne s'est malheureusement pas entendu avec un autre congénère, et donc elle s'est exprimée avec ses capacités, et ça a fait beaucoup de bobos, voilà, on va dire ça comme ça, et ça a créé le dégoût dans la personne qui était mon ancienne compagne. Euh, un dégoût, un profond dégoût qui a fait que vraiment ça l'a repoussé. Moi, je savais que ça pouvait arriver, donc moi, ça ne change rien. Moi, c'est juste que je vais changer, je dois faire attention davantage. Elle, ça l'a choquée, elle voulait plus de Sacha. Moi, personnellement, j'ai mis mon cœur et âme dans Sacha et Odin. Finalement, Sacha et Odin sont devenus tous les deux mes propres chiens à moi. On s'est séparés avec cette demoiselle pour des raisons et d'autres, hein, pas simplement à cause des chiens. Et voilà, moi, j'ai voulu avec Sacha et Odin. Donc, pour répondre à ta question, Boisise, même si jamais tu mets ton chien en contact avec tous les chiens du monde, il se peut qu'un jour, ils ne s'entendent pas, qu'ils aient une dispute, comme n'importe quel être humain d'ailleurs pourrait avoir des disputes, ou pour que n'importe quel chien qui pourrait avoir des disputes. Et si jamais ça arrive, eh bien ça arrive. Malheureusement, c'est vrai que ça peut faire mal, c'est vrai que ça peut faire des gros bobos, et à ce moment-là, eh ben, il faut assumer derrière, faut assumer ce qui se passe, etc. Tant qu'il n'y a pas de complot, tant qu'il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent derrière, comme des choses bizarres arrivent parfois, hein, et là, ce sont des attaques, enfin, ce sont des répliques ciblées que je fais là. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On doit juste faire attention à ce que ça arrive. Dites-vous bien dans vos têtes, si jamais vous avez un lion à la maison, ben le lion, vous n'allez pas le laisser balader dans le quartier. Vous allez prendre les dispositions qu'il faut pour que votre lion ne fasse pas de bêtises avec ce qu'il pourrait considérer comme des proies ou autre. Hein, ça va. Voilà. Donc, Boisis, je ne vois plus ton message, mais pour répondre à ta question, oui, mes chiens, enfin, en tout cas, Sacha a rencontré beaucoup de chiens, et pourtant, finalement, elle n'est plus OK congénère du même sexe, particulièrement. Et, et la deuxième question, je ne sais plus c'était laquelle, mais on en parlera en privé alors, parce que je ne sais pas la remonter, je n'arrive pas. Bien. Ricardo Amorin, autre chien potentiellement dangereux, il est valable que pour ma chienne. Stéphane Partouche, l'officiel, c'est le BP éducateur canin. L'officiel, ouais, l'officiel. Stéphane Partouche, le diplôme officiel, c'est BP éducateur canin, mais même quand ils font ça, dans leur formation, ils sont obligés de passer un certain nombre d'heures dans des centres de formation canin privés. Alors que les gens qui sont dans ces centres de formation privés, si jamais ils n'étudient que dans le privé, ils ne seront pas reconnus de manière officielle. Pour être reconnus de manière officielle, ils doivent avoir fait le BP éducateur canin. Mais le BP éducateur canin, les gens qui font les BP éducateur canin doivent faire des stages dans les centres de formation privés. Donc t'as vu, c'est bizarre, ils se tiennent entre guillemets par les couronnes, mais je sais pas, c'est bizarre. Alors, CCAD aujourd'hui, ACCACED, c'est en 3 jours, voilà. Comme Mimi qui elle-même pratique la discipline, mais elle qui avec beaucoup d'expérience, nous apprend en 3 jours tu peux devenir, voilà, tu peux exercer la fonction d'éducateur. C'est fou quand même, c'est fou. 3 jours, mais c'est, voilà. Pour moi, c'est bien pour les bases, la crédibilité, mais finalement, c'est l'expérience du terrain. En France, il me semble que les comportementalistes sont des vétos. Non, les vétos peuvent être des comportementalistes, mais un comportementaliste n'est pas forcément un vétérinaire. Il y a des il y a des gens qui se disent comportementalistes et ils ne sont pas vétérinaires. Loïc. Stéphane Partouche est le seul obligatoire pour exercer, c'est le ACA, ouais, comme on a dit, en 14 heures, même pas 60. Donc en 14 heures, demain, vous êtes éducateur canin. Vous trouvez ça normal? Moi, pas. Moi personnellement, non. 14 heures. 14 heures, qu'est-ce que vous voulez apprendre? 14 heures, vous avez des bases. 14 heures, vous avez une attestation du fait que vous avez suivi des bases. Mais voilà, 14 heures, vous n'êtes pas éducateur canin. C'est le métier d'une vie, hein. C'est le métier d'une vie, mais bon. Mhm.
Ouais, ok. Bien. Les gars, je vais évoluer. On ne peut pas se fier qu'aux résultats. Il y a des enculés qui arrivent. Quelle condition? Alors, Mimi me dit, on ne peut pas se fier qu'aux résultats. Il y a des bons études qui arrivent à des résultats. Des résultats, oui, mais sous quelles conditions? Même les pires méthodes peuvent donner des résultats, mais à quel prix? En brisant des chiens comme Gun Tramson et j'en passe. Écoute, Mimi, au moment où je lis ton message, tu l'as marqué il y a 19 minutes. Et comme tu l'as pu constater, le premier point, c'était la finalité, mais le deuxième point, c'était la méthode. Troisième point. Donc, tu as vu que j'ai développé plusieurs méthodes, donc tu as vu que je me suis quand même étalé là-dessus. Et donc, je suis sûr que tu as déjà la réponse à ta réflexion. Je like ton commentaire parce que je le valide. Fanny, lui faire du sale, m'amène. Crache pas sur le chien. Crache pas sur le chien, m'amène. Comme tu as si bien dit, crache pas sur le chien. Donc, voilà. J'ai vu la vidéo, méthode salivaire. Effectivement, j'ai vu la vidéo, cette méthode. Fermeté ou cri, le ton de la voix. Fermeté ou cri, interprétation. Que tu dises que tu es ferme ou que tu cries, que tu élèves la voix, chacun il va y aller de son interprétation. Donc ça c'est difficile de dire. Je ne cracherai pas dessus, mais bien dedans. Yo, yo, what's happening here? Hey yo, écoute, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'était Rio Saiba, mais je like. Voilà, Simdog est fort. Moi, Simdog, je connais de nom, mais je ne connais pas ses activités, donc je ne peux pas parler de lui. Loïc Echart, l'éducation canine où il mène enfant, est-ce que ça ne consiste pas à faire du théâtre, des postures, des tons, des mimiques, etc. Faire la grosse voix, faire le gaga, etc. Et le tout au bon moment selon les actions du chien. Peut-être bien. En partie, partiellement. Le cracheur se prend pour un lama, le tout chien attaché au sol, aucun moyen de fuir à sa méthode. Ouais. Ah, ce contenu n'est plus disponible, donc je ne peux pas liker. Le meilleur commercial de la toile est Duke Dog. Ouais, mais... Ok, et Duke Dog, c'est un gars qui est très commercial. Moi, je ne le connais pas, hein, mais je vois ses vidéos. D'autres gens m'ont aussi déjà dit du mal de lui en privé, mais moi, de ce que je vois, je trouve qu'il fait encore bien son truc. Donc, j'ai pas trop de choses mauvaises à dire de lui. Mais si jamais il y a des choses négatives qui ressortent de lui, n'hésitez pas à les dire, comme ça je vois un petit peu. Même moi, personnellement, j'ai l'impression que le Educ... Attendez, mais je sais pas si je confonds entre Educ Dog et... Parce que Educ Dog, c'est lequel? Il y en a un, c'est un blond, et l'autre, c'est un brun. Il y a Educ Dog et il y a... Il y a Educ Dog. Educ Dog, c'est celui qui dit 21 jours, 21 jours, vous voulez dresser votre chien en 21 jours, c'est possible. C'est lui, Educ Dog. Parce que moi, je parlais plutôt de l'autre, celui qui analyse les différentes races, là. Je sais pas si c'est lui, Educ Dog. Je sais pas. Je sais pas, vous pouvez écrire en commentaire qui... Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Eh non, 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 il est fou mon ordinateur. Mon ordinateur, il me dit il veut faire une mise à jour, mais pas maintenant, je suis en live, il est fou. Choisir une heure. Eh, je suis désolé de vous affliger ça, mais je dois choisir demain. Non, mardi 6 octobre. Voilà. Bon, on est en direct, là, il est fou, il va me faire une mise à jour, là, il va tout foirer. Voilà. Bien. Alors, Ericsson, l'éducateur à la méthode Lama. Effectivement, on va l'appeler Ericsson, le petit Ericsson, Sony Ericsson. Je le pense, mais... Ok, les gars, on évolue. Exactement, un vrai éducateur pour lui sera celui qui est capable de se dire, dans cette situation, je n'y arrive pas, je n'ai pas la solution pour ce chien, alors je laisse à un confrère. Et effectivement, tu as vu, on a évolué ensemble. Positif, il paraît, mais pas totalement. Pour l'éducation, c'est comme les soins. Le paramètre du coût est souvent un facteur qui oriente le choix. Moi, j'ai trouvé un club canin à 100 € l'année avec 2 cours semaine. Un le samedi, un le dimanche. Un collectif, mais c'est pour le minimum. Assis, couché au pied, comparé aux cours individuels et à l'heure, c'est pas le même budget. Effectivement. Tape Simdog France et regarde les vidéos. Il arrive à remettre dans le droit chemin des chiens très agressifs et sans être agressif avec eux. Je crois que j'ai vu une vidéo ou deux comme ça. Simdog, ouais, c'était ce type-là. Effectivement, on a mis le lien ici de dresseur de chien. Bien. Educ Dog égale 21 jours. Ah oui, c'est Esprit Dog. Tony Sylvestre, Esprit Dog, effectivement. Esprit Dog, les fiches de race, ouais, effectivement. Donc il y a Educ Dog et il y a Esprit Dog. Moi, c'est Esprit Dog que j'aime bien, mais on m'a déjà quand même dit du mal de lui, mais j'aime bien encore un peu ce qu'il fait, je trouve que c'est un peu correct. Educ Dog, j'ai pas cliqué beaucoup sur ses vidéos. J'ai cliqué sur une vidéo où il expliquait des trucs d'éducateur et de comportementaliste, mais j'ai pas trop cliqué. J'ai juste vu ces pubs qui arrivent, qui me sont censés s'envoyer dans mon fil d'actualité. Donc voilà. Alors, écoutez, avant qu'on évolue sur le...
sur le... Avant qu'on évolue sur le fait... Qu'est-ce qui se passe ici, purée? Il y a tout qui bug ou quoi? Avant qu'on évolue sur le fait à quel âge commencer le sport avec son chien, je vais juste dire un truc, c'est que par rapport à les études vs l'expérience du terrain, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui ont étudié, je pourrais jamais cracher sur eux. C'est une très bonne chose d'avoir étudié. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes posé une question, vous vous êtes dit, moi j'ai envie d'être ceci, j'ai envie d'être cela, j'ai envie d'apprendre ceci, j'ai envie d'apprendre cela. Et vous avez fait la recherche, vous avez été apprendre, vous êtes dans un centre où une formation a été faite, une formation qui a été étudiée pour être transmise à des élèves et pour vous enseigner les bases à leurs yeux, ça va? Mais, et c'est une très bonne chose. Moi, par exemple, à titre d'exemple, moi, je suis autodidacte dans l'audiovisuel, ça va? Dans l'audio, je réalise des vidéos, des réalisations, des filmages, des montages, mais j'ai pas été à l'école pour ça. Je suis autodidacte, ok? Ça veut dire que moi, dans ma tête, je me débrouille assez bien. Je pense que je fais bien mon job. Vous avez pu voir que toutes les vidéos que je fais, de toute façon, où la Sport Dog Motivation, c'est moi qui l'ai faite. Mais je veux dire, dans des vidéos de rien à voir, des festivals, des festivals musicaux, des clips de rappeurs, de chanteurs, de danseurs, danseuses, des mariages. Je fais aussi tout ça. Et pourtant, je suis pas passé par la case études. Je suis autodidacte et les gens sont assez satisfaits du travail exécuté. Mais voilà, mais je suis sûr que si jamais je vais faire ces études, je vais apprendre des bases qui vont peut-être me faire réviser ma manière d'opérer différemment. Je vais sûrement apprendre des choses, ça va? Mais est-ce que ça veut dire que l'étude remplace toute l'expérience du terrain? Non. Il y a des tas de vétérinaires qui ont étudié, ils ont fait des longues études pour devenir vétérinaires, mais va leur poser une question. La dernière fois, quelqu'un qui me dit « Ouais, je vais passer des croquettes au barf ». Et donc, la personne me dit, j'ai demandé à un vétérinaire, la vétérinaire, elle m'a dit, il faut que ça se fasse de manière transitoire. D'abord, tu mets la moitié croquette, la moitié viande crue, puis un quart croquette, trois quarts viande crue, et puis la viande crue. Mais ça, c'est la méthode qu'on utilise pour passer d'une marque de croquette à une autre marque de croquette. Quand tu passes au barf ou au raw feeding, quand tu veux passer au cru, c'est pas comme ça que tu opères. Alors, si jamais quelqu'un me dit maintenant que lui aussi il pense que c'est comme ça, il me le dit, on en discute. Mais moi, c'est pas comme ça que je pense que ça se passe. Tu dois observer un jour de jeûne avec ton chien et ensuite, tu commences le cru en insérant certaines viandes dans un ordre précis. Ça ne veut pas dire que si jamais tu fais dans un autre ordre, ton chien va mourir. Ça ne veut pas dire que si en un coup tu fais une gamelle complète de barf, ton chien il va mourir. Ça veut juste dire que de manière générale, il est préférable, d'après certains sites spécialisés, de commencer par cette viande pendant X temps, X jours ou je sais pas quoi, ou X temps, ensuite évoluer, rajouter ceci, rajouter cela, changer la viande, etc. Et que l'estomac du chien, le système digestif du chien s'habitue, etc. Pourtant, c'est un vétérinaire qui donnait le conseil. Il y a des vétérinaires aussi à qui tu vas leur poser des questions sur les pitbulls ou les hamsters, mais ils n'ont pas de réponse convenable. Il y a des vétérinaires qui ne sont pas aptes non plus à donner des conseils en matière d'éducation ou de comportement. Et pourtant, ils ont étudié, ils sont certainement très bons, ils ont certainement des connaissances que nous n'avons pas avec l'expérience du terrain, sans être passés par les bancs de l'école. Mais pourtant, ces vétérinaires, malheureusement, mais ils s'improvisent compétents dans des domaines où ils ne sont pas compétents. Et c'est triste. C'est vraiment triste, parce que finalement, les gens lambda, on va leur dire, ben, si tu te poses une question, va voir une personne d'une autorité compétente, va voir un vétérinaire. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui ne s'y connaissent pas, qui savent pas ce qu'ils disent, mais ils le disent pour pas perdre la face. Il y a beaucoup de vétérinaires qui ne sont pas capables de dire, je ne sais pas. Parce que si tu dis je ne sais pas, c'est un aveu de faiblesse et le gars, des vétérinaires, il y en a 100 dans son quartier. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir d'autres vétérinaires. Le vétérinaire, il va toujours faire en sorte de paraître comme étant le meilleur, comme paraître celui qui a la réponse à tout. Il va faire, mais c'est pas convenable. Si tu sais pas quelque chose, tu sais pas et tu le dis, c'est tout. Mais ne va pas dire des bêtises à quelqu'un. Les vétérinaires, ils ont étudié le chien. Mais le vétérinaire, il n'a pas étudié les races. Ça veut dire que finalement, étude versus expérience du terrain, moi personnellement, alors là, je vais m'autoproclamer. Ça fait plus de 15 ans que je kiffe que le chien. Avant, j'avais peur des chiens. Je me faisais poursuivre par des chiens. J'avais une crainte
abominable des chiens. Et par événements, choses et d'autres, que je ne vais pas prendre le temps d'étaler maintenant, pas parce que je ne veux pas. Si vous voulez le savoir, vous me posez la question, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai commencé à m'attacher aux chiens, et le premier chien pour lequel je me suis attaché, c'était un pitbull. Et j'ai évolué là-dedans, et j'ai appris à connaître la race, et évolué, à connaître son caractère, etc. Ça veut dire que, enfin, c'est pas ça veut dire, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, des fois, je pose des questions à des vétérinaires sur les pitbulls, pas pour savoir, mais non, pas pour savoir un truc que je ne sais pas, mais pour savoir ce qu'ils pensent et voir comment est-ce qu'ils vont me répondre. Et je me rends compte qu'ils ont très peu de connaissances sur cette race-là. Ils ont peut-être des connaissances plus spécialisées sur une autre race et moins de connaissances sur une autre race. Donc des fois, il ne faut pas simplement vous dire, vu que c'est un vétérinaire, il connaît tout, il va vous aider, il va vous mettre dans le droit chemin. Si mon vétérinaire me l'a dit, c'est que c'est vrai. Non, c'est pas toujours vrai. Je voudrais pas faire du tort ou du préjudice aux vétérinaires. Ce sont des personnes officiellement compétentes, qualifiées. Oui, qualifiées signifie on fait les études, certifiées, compagnie, etc. Ils sont censés connaître leur métier. C'est vrai. Mais, des fois, quand tu as eu de l'expérience par le terrain, ça veut dire que, par exemple, pour ma part, je ne veux pas faire attraper le gros coup, mais voilà, dans le domaine la race du pitbull en tout cas, je suis sûr que je ne la connais pas mieux que quiconque. Ça, je ne le dis pas, mais je suis sûr que je la connais mieux que 100 vétérinaires. Mais beaucoup mieux. Que ce soit le caractère, que ce soit je suis sûr que je connais mieux le pitbull, mieux que beaucoup de gens. Je pourrais en parler pendant très très longtemps. Moi, je cible mes sujets dans mes lives, mais je pourrais en parler pendant très très longtemps. Désolé de faire du moi je, mais je vous assure qu'il y a des vétérinaires qui ne s'y connaissent pas. Et vous le savez, vous avez fréquenté des vétérinaires qui ne s'y connaissent pas. Et vous pouvez le signaler si jamais c'est le cas. Si jamais vous avez posé des questions à des vétérinaires qui vous ont dit des choses et qui, par après, vous vous êtes rendu compte que c'était de la MERDE, signalez-le, expliquez-le. Expliquez-le parce qu'en fait, même s'il y a des gens qui regardent le live après le live, ils verront vos commentaires. Donc expliquez-le et moi je le reprendrai dans le différé sur YouTube. Donc c'est très intéressant, il faut le notifier. Mais ça reste des métiers compétents. On ne va pas cracher d'un coup dessus. C'est des années de médecine, de médecine vétérinaire et compagnie, etc. Voilà, ils ont pas rien fait pour en arriver là. Ça va? Alors, EducDog reprend le taf des autres. EducDog vs Esprit Dog. Non, je peux pas me lancer là-dedans. Pas Esprit Dog, ok, Tony, ok. Et entièrement d'accord. Alors, il faudrait que tu fasses des fiches techniques en PDF sur l'alimentation, les exercices de musculation avec des planches anatomiques face de l'avier. J'aime ton commentaire. Écoute, de toute façon, moi, en termes d'alimentation, je ne pourrais pas le faire parce que moi, je te le dis, hein, moi, je ne suis pas le gars qui est le super-héros. Moi, en termes d'alimentation, je ne suis pas suffisamment compétent pour parler de l'alimentation en détail. Ce que je peux faire, c'est te dire qu'est-ce que je donne à manger à mes chiens. Je peux faire une vidéo spécialement sur la manière dont je nourris mes chiens, pourquoi je pense que c'est bien de le faire comme ça, pourquoi est-ce que il y a des trucs que je donne une semaine et des trucs que je donne seulement une autre semaine, etc. Je peux le faire. Mais parler de nutrition de manière pointilleuse, alors à ce moment-là, il faudrait que j'invite quelqu'un de compétent. Et franchement, je sais qu'on sait faire dans les lives, on sait téléphoner à des gens et faire intervenir des gens. J'aimerais bien inviter des personnes hein, et pouvoir évoluer là-dedans, mais je sais pas. Il faut que je maîtrise les settings pour pouvoir faire une chose pareille. Et voilà, et on n'en est pas encore là, mais peut-être, qui sait, si un jour, j'espère, on aura même une émission, pourquoi pas avoir une émission et inviter des gens compétents pour pouvoir réagir. Ça va? Alors, faut-il qu'il y ait conscience pour qu'il y ait éveil? T'es bête. C'est comme les docteurs, ils se plantent, petite vidéo, voilà. Ok, la pratique est plus importante que la théorie. Ouais, la pratique apporte beaucoup. La pratique permet de... la pratique, c'est ce que tu vois en vrai, c'est ce que tu vis en vrai. Chaque chien est différent, mais au plus tu vois des chiens différents, au plus tu vas avoir d'expérience et de capacité, et même d'instinct, à pouvoir capter des problèmes, capter des symptômes, capter des solutions pour pouvoir gérer des situations. Ça va? Alors, maintenant, nous avons fini avec les éducateurs, les comportementalistes, les experts. Je vous ai donné les 3 points pour pouvoir repérer un bon comportementaliste canin. Et on va arriver à quel âge commencer le sport avec les chiens avant de terminer avec un sujet très poignant dans lequel tout le monde pourra se reconnaître. C'est le spécial Actu Facebook. Oslo, un staffy de 2 ans, a été abattu par des policiers dans son propre jardin.
Le staffy n'a même pas essayé d'attaquer qui que ce soit. Le staffy se baladait dans son jardin. Il salue la police. Le policier stress, lui met une balle dans la tête. Il le tue sur le coup. On va en parler en cette fin de soirée. Et là, je m'en fous. Émotion, pas émotion, lucidité. J'ai analysé le problème. J'ai parlé avec le propriétaire. Je vais vous dire tout ce que j'en pense sans langue de bois. J'en ai RAF. Voilà. Je vous annonce déjà la couleur parce que ça, je l'ai laissé pour la fin en mode s'il y a des enfants, eh ben, qu'ils aillent dormir. S'il y en a qui doivent travailler, qu'ils aillent travailler. Mais voilà, peu importe. De toute façon, ce sujet-là, on va en parler très sérieusement. À quel âge commencer le sport avec un chien? On m'envoie souvent le message. Moi, ma chaîne YouTube Sport for My Pitbull, le groupe Facebook Sport for My Pitbull. La page Facebook, c'est pas Sport for My Pitbull, c'est Fazul Red Warriors Sacha Odin. Et c'est vrai que par rapport à ça, je diffuse beaucoup de mes activités sportives. Il y en a plein que j'ai pas encore diffusées et que je vais faire. Et beaucoup de gens demandent à quel âge commencer le sport avec le chien. Le problème, c'est que c'est une question qui est très intéressante, qui mérite une réponse, parce que beaucoup de gens commencent trop tôt ou beaucoup de gens commencent trop tard. Il y a beaucoup de gens qui entendent « Ouais, mais on m'a dit que je devais attendre 1 an et demi. » Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent 1 an et demi, ils font rien avec leur chien. 1 an et demi, le chien, il est pantouflard. Le chien, il bouge pas. Le chien, il en fait pas une. Et le chien, après, tu veux commencer le sport et il veut rien faire. Et là, pour lui apprendre les sports, c'est très compliqué. Cas contraire, tu as des gens qui commencent trop tôt. À 3 mois, c'est là, ça fait mordre dans des trucs, ça fait sprinter. À 5 mois, il faut un marathon de 3 heures de course avec le VTT. Non, vous allez briser votre chien. C'est pas bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut pouvoir trouver un juste milieu. Je vais vous dire d'abord la théorie. La théorie veut que normalement, on attend la fin de la croissance pour pouvoir performer avec le chien. Quand a lieu la fin de la croissance? Eh ben, la fin de la croissance a lieu à un moment différent en fonction que votre chien, en fonction de la race de votre chien. Il y a des races qui sont plus rapidement en fin de croissance que d'autres. Mais c'est pas seulement ça qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance du chien ne se limite pas simplement à la taille. C'est à la taille du chien. C'est comme la musculation avec les humains. On dit souvent que ouais, la musculation, ça casse la croissance. Et les gens, ils se disent, ouais, mais moi, je suis assez grand, moi, ça me suffit, je peux commencer la musculation. Mais yo, what's happening here? C'est pas qu'une question de taille. Le chien aussi, c'est pas qu'une question de taille. C'est aussi une question de base. Les bases ligamentaires, les bases, toute la constitution corporelle, tous les éléments qui constituent le corps, la musculature, les cartilages, les ligaments, les tendons, tout doit se former pendant la croissance. C'est pas simplement les muscles. Le pire, c'est que les muscles croient, du verbe croître, les muscles croient plus vite que le reste des parties du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez entraîner un chien très jeune et lui faire développer sa musculature très jeune, alors que le reste de son corps est en retard. Et à cause de ça, qu'est-ce que vous pouvez générer? Vous pouvez générer des blessures. Des blessures. Vous pouvez avoir un chien qui a commencé beaucoup trop tôt, à 3 ans, ligaments croisés, patati patata, le chien il est foutu, il peut plus faire de sport pour le reste de sa vie. Est-ce que vous voulez ça? Votre pit, votre staff qui doit vivre 15 ans, allez, 12 à 15 ans, et finalement il se retrouve privé d'une vie pleine d'activités sportives parce qu'en fait, son corps, il tombe en lambeaux. Vous ne voulez pas ça. Et donc c'est pour ça que ce point, je pense, est intéressant à aborder. Alors, l'âge auquel commencer le sport canin, déjà, je pense, pour commencer, que... si j'ai marqué une petite note incompréhensible. Voilà, de toute façon, je vous ai parlé des races qui ne commenceront pas au même âge, mais il y a aussi en fonction de la discipline que vous voulez exercer. Une discipline n'est pas une autre. Si vous voulez débuter du spring pull, vous n'allez pas commencer au même âge que vous débutez du weight pull. Weight pull, traction de poids. Spring pull, c'est quand le chien tire avec sa gueule son appât tout en travaillant toutes ces différentes parties du corps que j'explique dans ma vidéo sur le spring pull, S-P-R-I-N-G, espace P-O-L-E, spring pull, pull de printemps, sur YouTube. Donc, en fonction de la... Voilà. Maintenant, un chien de 0 à 6 mois environ, moi je dirais que vous pouvez déjà commencer à l'initier. Donc vous allez l'initier aux différents sports. Donc l'initier, c'est le désensibiliser. Ça veut dire qu'il y a des choses comme le harnais. Par exemple, un chien qui va tracter au cours de sa vie, le fait de lui mettre très rapidement, très tôt un harnais, ça va lui permettre de s'habituer à enfiler une combinaison, lui retirer la combinaison. Enfiler la combinaison,
lui retirer la combinaison. Vous allez également lui enfiler la combinaison, accrocher une ficelle, mettre quelque chose qui traîne derrière. Ben, le chien va s'habituer à ce qu'il peut marcher, courir, avoir un truc qui traîne derrière, et c'est rien. C'est pas un poids, hein, c'est juste quelque chose qui le suit derrière, et il est désensibilisé. Parce que il y a des gens qui sont venus chez moi, et qui sont venus avec des chiens de 2 ans, 3 ans, avec un très très gros caractère, même des mâles avec un très très gros caractère, mais quand ils viennent avec leur chien, on met un harnais de weight pulling, un harnais pour faire du drag pull, un harnais pour tracter, et le chien ne bouge plus. Le chien est paniqué, le chien est stressé. Parce que le chien n'a jamais mis un harnais de sa vie, parce que le chien n'est pas habitué, et le chien, ou alors le chien il a un truc qui lui suit derrière, il ne comprend pas, il regarde derrière, il stresse, il n'est pas bien. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dès le départ. C'est pour ça que quand on vous dit attendez la fin de la croissance, en fait, c'est pas attendez la fin de la croissance et ne faites rien. Non, apprenez-le directement. Montrez-lui d'autres chiens qui font des disciplines. Pratiquez certaines disciplines. Très tôt, vous pouvez déjà faire du long jump, donc du saut en longueur, et du saut au mur, mais tout en rattrapant votre chien. Si votre chien grimpe au mur, rattrapez votre chien. Votre chien peut déjà sauter. Sauter, c'est pas quelque chose de bien. Normalement, vous devriez attendre, ça va. À partir du moment où votre chien saute par lui-même, mais rattrapez-le, faites attention, parce qu'en fait, chaque fois qu'il va encaisser son atterrissage, ça va perturber sa croissance. C'est pas bon, c'est pas chouette. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres exacts pour vous dire à quel moment vous allez performer pour du vrai, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous commencez dès que votre chien il a 3 mois, 4 mois, vous pouvez déjà l'initier aux différentes disciplines, lui montrer différentes disciplines, commencez tout doucement, mais vraiment tout doucement, c'est pas de la performance sportive, c'est juste vous lui montrer, vous évoluer là-dedans. À partir de 6 mois jusqu'à 12 mois, vous allez commencer à faire la chose de manière un peu plus sérieuse. Moi, je dirais qu'entre 8 mois et 12 mois, par exemple pour les sports de traction, qui est certainement le sport que vous ne pourrez faire que en dernier, parce que c'est certainement le sport donc, qui mérite le plus que la croissance soit faite, eh ben, c'est d'attendre entre 8 mois et 12 mois et de le faire à raison peut-être de 1 fois par semaine. Ça peut être... je ne vais même pas faire un débat sur ce qui a à tirer, mais de faire tirer un lest en tout cas, ça va, parce que sinon là, ça va être d'autres débats sur ouais, mais non, un pneu c'est pas bien, une chaîne c'est bien, un genou c'est pas bien. Non, un lest, juste un lest, quelque chose qui a un certain poids, mais voilà, pas trop important. Juste pour que les chiens sachent que ça résiste, mais je dois aller de l'avant, ça va. Et que ce soit pour entraîner votre chien à être excellent en drag pull sprint ou en weight pull, eh ben, il aura besoin d'un lest un peu plus conséquent pour pouvoir évoluer là-dedans, entre 8 et 12 mois. À partir de 12 mois, vous pouvez commencer à entraîner votre chien sérieusement, mais de manière progressive jusqu'à ses 15 mois. Ça veut dire qu'à 12 mois, vous entraînez votre chien dans diverses disciplines. Il y a plein de disciplines, hein. Il y a le high jump, le wall climb, il y a le drag pull, le weight pull, donc traction des poids, il y a le canicross, il y a le cani-VTT, mais vous évoluez sérieusement de 12 à 15 mois. À 18 mois, normalement, votre chien arrive en fin de maturité. Là, vous pouvez exploser tous les records. Si jamais vous avez un chien comme un bully ou d'autres chiens peut-être plus fragiles qui peuvent paraître robustes, mais qui en fait sont fragilisés pour d'autres raisons, eh ben, parfois, il faudra attendre un peu plus longtemps que leur croissance soit finalisée avant de pouvoir faire ces différents sports. Mais en attendant, travaillez l'éducation. Travaillez l'éducation propre à différents sports. Quand vous faites du cani-VTT, vous roulez en vélo, votre chien il est accroché, il sprint, il court. Eh ben, vous devez savoir que vous devrez peut-être lui apprendre comment aller à gauche, comment aller à droite, comment accélérer. Axez-vous sur ce genre d'informations, ce genre d'éducation, mais n'allez pas viser les performances. Ouais, mon chien, il a 6 mois, il fait déjà ça. Non, c'est pas bon. Vous risquez de ruiner votre chien. C'est pas ce qu'il y a de meilleur à faire. Votre chien saute, vous le rattrapez. Votre chien grimpe au mur, vous le rattrapez. Vous allez préserver votre chien en faisant ça. Il ne voudrait pas aller dans l'excès. Si votre chien, de temps en temps, il n'est pas rattrapé, je sais qu'il y en a qui vont avoir la haine de m'entendre dire ça, mais c'est pas la mort. Il doit aussi pouvoir apprendre à se réceptionner, apprendre à encaisser, apprendre à avancer, à évoluer. C'est pas si mauvais. Mais voilà, les boxeurs humains, quand ils s'entraînent dans l'entraînement, ils ont des boxeurs, ils ont les protections de casque de protection, ils ont des protèges tibia, ils ont des gants, enfin les gants ça on les a d'office, mais alors qu'ils pourraient ne pas s'en servir. Ils savent que quand ils vont faire un combat sur un ring, ils n'auront pas les protèges tibia, ils n'auront pas le casque. Mais pourquoi est-ce qu'ils les mettent en entraînement? C'est pour éviter de s'user, d'avoir des chocs, d'avoir des blessures bêtement. Donc,
des fois, il va falloir peut-être surprotéger votre chien pour le préserver, alors que en compétition, il y a des choses qui vont être entretenues, comme le fait de rattraper son chien. Même en compétition, il faudra le faire, mais il y a des choses qui pourront être tolérées de manière différente. C'est le tug of war, par exemple, le tug of war, là où deux chiens tiennent un appât et c'est le premier qui lâche qui a perdu, le tir à la corde également, appelé chez les humains, et ben ça, quand vous entraînez votre chien, vous mettez un ressort entre les deux pour que ça, justement, ça, 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 ça absorbe le choc de traction à chaque fois que le chien tire l'appât de son côté, que les cervicales prennent pas, ne ramassent pas si brutalement la puissance de l'autre chien qui secoue en face. Mais pourtant, quand vous allez en compétition, là, il n'y a pas de ressort. Là, c'est direct. Là, c'est vraiment, vous avez... ça dépend de l'appât, ça dépend de la compétition. Ça peut être une lance. Enfin, je ne vais pas annoncer encore de nouveaux des mots parce que je ne veux pas dire des mots qui vont commencer à créer des débats pour rien. Mais il y a un appât entre les deux chiens. Ben là, il n'y a pas de ressort. C'est celui qui a la plus grande puissance qui va faire lâcher celui qui veut jouer de sa puissance résistante. Vous voyez? Donc, et c'est la même chez les humains. Et je ne fais pas de l'anthropo... voilà. Donc, voilà, donc pour les sports, donc voilà, en gros, je pense que j'ai dit l'essentiel. Mais je rajouterai quelque chose. Je vous rappellerai qu'en compétition, en général, en canicross, les chiens peuvent s'inscrire à partir de 12 mois. Donc, ils ont quand même le souci de se dire, on ne laisse pas les chiens trop tôt. En cani-VTT, il y a même, en général, c'est à partir de 18 mois que les chiens peuvent s'inscrire pour faire du cani-VTT. Donc, c'est pour vous dire que même si vous entraînez votre chien beaucoup trop tôt, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas aller faire vos compétitions. Et en dehors des compétitions, parce que ce n'est pas qu'une question de compétition, le sport canin, c'est avant tout pour répondre aux besoins de votre chien. Les compétitions, c'est secondaire, on le fait par après pour s'éclater, pour se diversifier, pour aller se challenger avec d'autres chiens, ou alors simplement pour se baigner dans une ambiance, pour rencontrer des gens de la même communauté, des gens qui sont dans le même kiff. Ça fait du bien de se retrouver, de voir d'autres chiens, de voir d'autres méthodes, d'échanger avec d'autres gens. C'est un ensemble, les compétitions, ça a plein d'avantages, plein de raisons d'être. Ça va? Et pour terminer, je dirais quand même, quand vous faites un jeu avec votre chien, n'hésitez pas à le faire gagner. Si jamais votre chien il attrape un jouet, que vous le tenez, etc., n'oubliez pas de le faire gagner. C'est quelque chose que beaucoup de gens savent, mais si vous ne le savez pas et que vous l'apprenez à travers ce live, si jamais vous avez un essuie, un torchon enroulé, que votre chien il l'attrape, vous l'apprenez à l'attraper, il va essayer de le tirer une fois, deux fois, laissez-le gagner. Vous lâchez le torchon, il l'emporte, vous le félicitez pour lui dire c'est bien, c'est comme ça qu'il fallait faire, c'est en prenant comme ça. Et alors, comme ça, le chien il comprend, il assimile l'information et il essaie de faire ça pour mieux faire à chaque entraînement. Ok? Donc, en gros, 0 à 6 mois, initiation, désensibilisation. 6 mois à 1 an, essayez d'entraîner votre chien. 8 mois à 12 mois, vous pouvez commencer à faire tracter, mais peut-être une fois par semaine et sans exagérer. De 12 à 15 mois, vous pouvez y aller dans les performances sportives, faire transpirer votre chien, façon de parler, faire transpirer votre chien. Et alors, à 18 mois, là, il est adulte, vous pouvez y aller sérieusement. Maintenant, renseignez-vous toujours sur la race que vous avez. Ne buvez pas mes paroles comme ça. Renseignez-vous sur la race que vous avez parce qu'il y a des races qui sont plus sensibles que d'autres. D'autres qui ont un cœur plus sensible que d'autres aussi. Des articulations plus sensibles que d'autres. Donc, regardez bien avec le chien que vous avez. Ma chaîne, c'est Sport for My Pitbull. Mais je ne parle pas que des pitbulls. Je parle essentiellement des pitbull staff et les chiens qui ressemblent de manière officielle. Je ne vous parle pas tel qu'on en parle dans la loi française. Le pitbull tel qu'on en parle dans la loi française. Mais voilà. Donc, avec tous vos chiens, renseignez-vous sur votre race. On va terminer ici le live avec le sujet tragique, le sujet du chien Oslo. Oslo que je vais vous présenter ici et que je vais placer ici. Avant de passer sur Oslo, je vais quand même lire un petit peu quelques commentaires rapidement. Le live commence à durer, je vais essayer de ne pas la faire beaucoup trop longue. C'est comme les tic tac 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 tac. Est-ce qu'il y a des commentaires qui sortent du lot? Ce qui est bien avec ta manière d'aborder les différents sujets, c'est que tu précises quand tes connaissances ont des limites et c'est ce que certains n'assument pas. Eh ben, tant mieux. Je suis vraiment heureux que tu puisses le notifier. Témoin de la scène Oslo. Témoin de la scène? Comment ça, témoin de la scène? Alexandre Delplanque, tu es témoin de la scène. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exprime-toi. Mon chien tire actuellement 15 kg sur 1,5 km. Penses-tu que c'est trop? Y a-t-il des limites de poids à respecter sur certaines distances? Un chien qui tracte en drague peut tracter combien de fois? Ok. Mehdi Mokrani, je prends ta question sur la traction de poids.
Je vais la mettre à la fin. Comme ça, au moins, les gens qui sont encore là peuvent profiter du sujet sur... Enfin, de consulter le sujet sur Oslo. Et comme toi, je sais que tu as un couche-tard, tu attendras jusque-là et tu répondras au sujet sur Oslo. Le chien, le Staffy de 2 ans, abattu par la police dans son propre jardin. Megan, petit, à 3 ans, 4 ans, c'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard de faire du sport à 3 ans, 4 ans, mais je pense que ça va être difficile de leur apprendre. Et les coussinets qui sont fragiles, on fait comment? Megan, au niveau des coussinets, je prends ta question, je viens la noter, et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras ta réponse. Et si jamais tu pars, bah, tu auras ta réponse demain, tu viendras regarder le live. Ok, bien. Oslo. Vous voyez ce chien ici, que vous voyez ici, Oslo, il a 2 ans. Oslo, c'est un chien qui est dans une famille, un couple âgé de 24 et 27 ans. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, même si je suis un peu plus âgé. Certains sont moins âgés, ils regardent ce live. Donc ça pourrait être nous tous, ça va? Oslo, c'est un chien dans une famille avec avec 2 enfants. Un enfant de 3 ans et un bébé. Et Oslo, bah, tout allait bien. Tout allait bien, vous voyez cette photo, il y en a d'autres, mais on va rester sur celle-là parce que c'est celle qui illustre le mieux la manière dont il était sociabilisé avec la famille, la manière dont il était dans la vie au quotidien. Un jour, des policiers reçoivent un appel d'un voisin, donc c'est même pas du propriétaire du chien Oslo, ils reçoivent un appel d'un voisin qui leur signale qu'il y a une voiture qui est garée là depuis un certain moment au coin de la rue, ils connaissent pas, ils voudraient faire vérifier, peut-être que c'est une voiture volée ou abandonnée ou j'en sais rien. La police se présente. La police se présente sur les lieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sonner chez les propriétaires de Oslo pour savoir si jamais ils ont des informations par rapport à cette voiture. Mais ce ne sont pas... C'est pas le propriétaire qui... Bon, je vais essayer de pas trop me mélanger. Donc, ils viennent sonner chez les propriétaires de Oslo. Ils rentrent dans le jardin entre 22 et 23 heures. L'heure est importante parce que par rapport à la loi, ça a une grande importance. Ils rentrent sur le terrain, et là, dans le terrain, il y avait Oslo qui jouait, et 2 petits chiens. 2 autres petits chiens, dont un des 2 autres petits chiens, c'est un Yorkshire, pour vous dire. Donc, limite, on ne les calcule pas. Et Oslo, le petit Staffy qui joue. Au moment où ils rentrent, vous avez les propriétaires qui signalent par la fenêtre, « Oui, c'est pourquoi, mais ne rentrez pas comme ça, nos chiens sont dans le jardin. » Au moment où ils précisent que leurs chiens sont dans le jardin, Oslo, il voit quelqu'un arriver dans le jardin, il ne connaît pas. Vous avez des chiens, vous savez comment ça se passe, et vous savez comment ça pourrait se passer. Mais ici, on n'est même pas dans comment ça pourrait se passer. Oslo, il vient, il ne grogne pas, il n'aboie pas, il vient pour dire bonjour à la police avec sa queue, comme ça, qui remue de gauche à droite. Il vient gentiment, il vient simplement dire bonjour au policier. Le policier stresse, il sort son arme, il lui tire une balle dedans. Un policier âgé de 20 ans, une arme à la ceinture, sort son arme. Le chien vient dire bonjour, il lui explose la tête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gars, il panique totalement. Il dit j'ai stressé, j'ai eu peur. Et son collègue, qui est plus âgé et plus expérimenté, et là en mode, lui-même il est choqué, il prend directement, vous savez, les policiers, ça se protège, hein. Donc il prend le plus jeune, il l'emmène vers la voiture. À savoir que le propriétaire, quand il a signalé son chien est dans le jardin, il a dit directement, je vais venir pour te mettre mes chiens à l'écart. Il leur a dit, attendez, je vais venir pour prendre mes chiens à l'écart. Il n'a pas eu le temps de faire un mouvement, ils ont tiré sur son chien. Le chien est mort sur le coup. Âme sensible s'abstenir, je vous présente une image de cette scène atroce. Vous la regardez pas, je ne vais pas vous la laisser pendant plusieurs minutes. Je vais faire un compte à rebours. Si jamais vous voulez pas voir, vous fermez vos yeux et vous écoutez simplement ma voix. 3, 2, 1. Voilà. Ça, c'est Oslo après avoir encaissé cette balle dans le crâne. Il décède directement sur le coup. Heureusement, il n'a pas souffert, mais il est mort. Ses propriétaires ont perdu leur chien de famille d'une manière totalement anormale. Le pire, c'est que la personne qui passe... Je vais peut-être un peu diminuer le truc parce que j'ai l'impression que je parle fort et que je risque de faire cracher mon micro. La personne qui passe le coup de fil pour signaler qu'une voiture est garée dans cette rue, c'est même pas eux, c'est les voisins d'à côté. Donc la police, on leur dit bien qui téléphone,
qui les appelle, au lieu d'aller sonner chez les personnes qui les appellent, eux, ils vont sonner chez les voisins à côté, ils rentrent dans une propriété privée, ils rentrent dans la parcelle de personnes, ils n'avaient pas le droit, et encore moins à cette heure-ci, juste pour poser ces questions-là. Les chiens arrivent pour leur dire bonjour, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent dedans. On n'a même pas à avoir... Ils auraient pu avoir n'importe quel chien. Un chien pourrait venir en aboyant. Ils étaient quand même en faute. Un chien peut venir en grognant. Ce serait même pas anormal. Là, le chien, c'est un petit staffy. Il a rien fait. Il vient dire bonjour. Il remue la queue. Le gars de 20 ans, il stresse, il tire dedans. Comment peut-on donner une arme à feu à un gamin de 20 ans? Je suis désolé pour ceux qui ont 20 ans ou moins de 20 ans. Hein. Mais une arme à feu, ça éteint des vies. Ça peut être des vies animales, ça peut être des vies humaines. Ça éteint des vies. On met une arme à la ceinture et entre les mains d'un gamin de 20 ans qui est pas capable de gérer ses émotions. Le gars, il panique, il stresse et il tire sur le chien. Comment est-ce possible? Comment est-ce que vous réagissez? Comment est-ce que vous réagissez? Et après, on vous dit, ouais, laissez la justice faire son travail. Et vous savez ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, vous avez un article du journal qui vous dit « Le chien a attaqué le policier a une attestation médicale qui vous dit qu'il a une ouverture de 2,5 cm dans la cuisse, raison pour laquelle il a tiré sur le chien. » Alors qu'au moment même, il précisait qu'il avait juste eu peur, qu'il avait juste eu peur et qu'il avait tiré sur le chien. Comment les versions changent comme ça? Mais parce que la police ne peut pas reconnaître qu'ils ont fait une faute pareille. La police ne peut pas reconnaître qu'ils ont accepté qu'un gamin de 20 ans... À la limite, son âge, c'est même pas vraiment mon problème. Parce qu'il y a des gamins de 20 ans qui, je suis sûr, il y a des personnes qui ont 20 ans qui sont capables de maîtriser leurs émotions mieux que celui-ci. Pour rentrer dans la police, il paraît que c'est compliqué. Je vais retirer la photo, excusez-moi pour les âmes sensibles, je vais remettre la photo plus tranquille. Il paraît qu'il y a des tests psychologiques qui se font, des tests très pointus. Il y a des tests qui se font, il y a un comité d'acceptation, je sais pas quoi, vous passez devant un comité oral, on vous pose des questions, on évalue votre profil, on essaie d'anticiper ce type de réaction. Mais là, vous avez quand même un gars qui passe par tous les mailles du filet et qui se retrouve avec une arme et pour un petit coup de stress, il tire sur un chien, un animal domestique, un animal qui fait partie de la famille, comme vous pouvez le voir sur cette photo, qui est déjà familiarisé avec le bébé, qui est familiarisé avec l'enfant de 3 ans, qui est familiarisé avec ses propriétaires qui ont 24 et 27 ans, ce couple qui habitait dans cette maison, et qui est familiarisé avec le commun des mortels, les personnes qui les entourent dans leur environnement. Et il se prend une balle dans la tête parce qu'un flic a paniqué. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose pour ce flic? Quand vous vous rendez compte, vous savez, quand je vous parlais de la manipulation médiatique au début, et que je termine avec ce sujet-là, c'est pour vous montrer la boucle. C'est pour vous montrer que manipulation médiatique, on est sur une bavure policière, et le jour après, on est avec une histoire de le staffy a mordu la cuisse, il a blessé 2,5 cm, et c'est pour ça que le flic a tiré. Mais où va-t-on? Comment voulez-vous qu'on garde notre calme quand une chose pareille arrive? C'est pas normal. Vous avez tous des chiens. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, vous avez des chiens. Est-ce que vous vous imaginez qu'un flic rentre chez vous et tire sur votre chien parce qu'il a eu peur? C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Nous, on doit rester calme et dire « Laissez la justice faire son travail ». Mais quelle justice? Quelle justice? Je vous pose la question. Et ce qui m'angoisse, ce qui m'énerve, c'est que moi, j'élève la voix et je parle avec vous. Alors que je sais que vous me comprenez. Je sais que vous êtes dégoûtés. Mais ces personnes qui ont failli à leur tâche, eux devraient entendre le message et eux devraient payer pour leurs erreurs comme nous on paye pour nos erreurs. On prend un feu rouge, on paye. On franchit une ligne blanche, on paye. On a un téléphone au volant, on paye. Mais eux, on oublie notre chien dans la voiture, il décède parce qu'il est enfermé dans la voiture, on paye maltraitance animale. Mais eux, ils viennent avec leur flingue, ils tirent sur notre chien, c'est normal. Ils condamnent des combats de chiens, c'est mal, je suis d'accord. Mais eux, ils tirent sur des chiens, c'est normal. Comment vous expliquez une chose pareille? Comment est-ce qu'on justifie une chose pareille? Ce n'est pas normal. Moi, ça me rend fou, c'est le sujet, c'est la raison pour laquelle j'ai changé le sujet concernant l'article, le domaine sur le truc Facebook. J'ai décidé de parler de ça. C'est un fait divers qui est venu assez rapidement. Et voilà, et moi je le prends. J'ai parlé avec les propriétaires, ils sont sans dessus. Ils sont brisés. Ils sont brisés. Imaginez, vous avez votre chien, il perd la vie pour rien. Ils sont brisés. Ils sont irrécupérables. J'étais au téléphone avec eux, ils sont mal. Ils se passent le téléphone parce que chacun sait pas assumer la conversation parce qu'il tombe en larmes. Et moi, je suis là, je suis loin, moi, je peux rien faire pour eux. Mais ce que je sais, c'est que si ça m'arriverait à moi, je serais mal aussi. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait?
Qui sera le prochain? Il n'y a même pas 2-3 mois, il y avait un autre staff qui se prenait une balle entre les deux yeux. Le chien qui respire, et c'est les propriétaires qui doivent euthanasier en plus leur chien, payer tout à leurs frais, les gendarmes, ils se cassent. Ils ont tiré une balle entre les deux yeux du chien. C'est normal, de nouveau, c'est normal. So, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je sais pas, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous pose la question. Si jamais vous avez une réponse ou un truc à proposer, j'étais présent. Kevin Rito, t'étais présent. Il était 22h30. Ça me fait mal de lire ça, tu vois. Kevin Rito, t'étais présent, ça me fait mal de dire, ça me fait mal de lire ça. Grégory Rodriguez, pauvre loulou, l'incompétence pure, d'où l'on rentre chez les gens comme ça. Mélanie, pauvre petit cœur. Il y a un concours, oui, un thèse, ok, ça c'était par rapport au sujet d'avant. C'est inadmissible, les bavures policières sont font en toute impunité. Ils disent ce qu'ils veulent, les flics, ils sont jamais responsables de rien, au top. Franchement, ça me fait mal, je sais pas comment m'exprimer autrement. Je finis en garde à vue minimum si ça m'arrive un jour. Minimum, mais c'est un minimum. Michael Fetida, c'est un minimum. On vient chez moi. Mais parce qu'ils sont fous, parce qu'en fait, le truc, c'est que, c'est pas que ça, même si jamais les flics, ils viennent chez vous, je peux pas. En fait, ça va dans tous les sens dans ma tête. Je suis en train d'imaginer trop de choses, ça me rend fou. Et je me dis, ça craint. Franchement, ça craint. On vient chez vous, on tire sur votre chien. C'est choquant. Alors, Kevin Rito, je précise que ce soir-là, quand on leur a demandé pourquoi, ils rigolaient. Ouais, parce que moi, je me suis arrêté au fait que le chien s'est fait abattre. Mais après, quand toute la police est venue et tout ça, eh ben, ils étaient en meute, alors les gens filmaient aussi. Il y avait des flics qui rigolaient, il y avait des flics qui avaient les sourires aux lèvres, on leur pose des questions, pourquoi c'est arrivé, comment c'est possible, etc. On veut des réponses. Les flics qui rigolent, ils ont le sourire aux lèvres. D'autres non, hein. Il paraît même que par après, il y a une brigade canine qui est venue. Il paraît, les propriétaires m'ont expliqué qu'une brigade canine est venue. Évidemment, les brigades canines, ils ont des chiens, ils sont plus compatissants, ils comprennent, ils étaient vraiment dégoûtés de ça. Ils ont été compatissants, on leur a même offert un café et tout ça. Donc tout s'est bien passé. Mais voilà, parce que tous les flics sont pas les mêmes. Voilà, ça, je suis obligé de le préciser. Je peux pas partir en sucette comme ça. Tous les flics sont pas pareils. Mais en attendant, il y a un flic qui a failli, il y a des flics qui l'ont couvert. Niveau médiatisation, c'est couvert aussi. On va plus en parler. C'est facile à tirer avec un flingue, mais vas-y. Mais allez tirer sur quoi que ce soit avec votre flingue là. Juste vous tirez dans le vide, vous allez en prison. Et là où il y a un gars qui tire, il tire sur un chien pour rien, comme ça, c'est normal. C'est normal. Moi, je comprends pas ce qui se passe dans ce monde. Je comprends pas. En vérité, je comprends pas. Ils sont jetés à la poubelle aussi. Jetez-le à la poubelle. Oh, punaise. Ils ont dit jetez-le à la poubelle. Parce que son corps était là, et par terre, hein, comme je vous ai montré la photo précédemment, je voudrais pas non plus trop abuser de cette photo, mais c'est... Non, je vais même pas laisser cette photo en vérité, ça sert à rien. Le chien s'est fait abattre. Snatch, effectivement, Snatch s'est fait abattre aussi il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. J'ai organisé une manifestation vendredi au commissariat de Carvin. Ben ouais, Kevin Rito, tu t'as organisé une manifestation. Et on fait des manifestations, on arrive avec des panneaux. Ouais, pourquoi vous avez tiré sur le chien? Mais après quoi? Et après, ils vont faire quoi? Eux, vous savez ce que nous, on est là, on est en colère, on fait notre manifestation et tout ça. Vous savez ce qu'eux, ils font? Eux, ils sont à l'intérieur, ils prennent leur café, ils font leur truc. Ça leur fait rien, hein. Eux, c'est juste qu'il y a du bruit à l'extérieur, c'est tout. Mais c'est seulement quand vous allez voir des voitures de police qui vont brûler, des commissariats qui vont brûler, que là, ils vont commencer à dire « Ouais, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et ils vont commencer à condamner toute la population. Mais condamnez-vous d'abord, vous, pour vos bavures, vous, pour vos bêtises, vous qui vous estimez être qualifié par vos attestations, certifications, études, machin truc, policière, machin truc, et regardez avec quoi vous arrivez. Regardez avec quel genre d'erreur vous finissez. Et là, je parle que des chiens, je vais pas commencer à partir sur tous les domaines dans lesquels il y a des bavures policières. Mais vous vous doutez bien que je pourrais en parler longuement, là où je suis, hein. J'ai été victime, d'autres ont été victimes, mais on n'est pas là pour ça, on va rester dans le monde canin. Je suis pas un chien, on va pas parler de ma gueule ici. C'est la folie. Mehdi, c'est arrivé avec mon beau-frère, maître chien au Red Light, boîte de nuit parisienne. Celui-ci déposait son Rottweiler en voiture. Le temps de sa pause, un homme ivre se fait contrôler et plaqué contre le véhicule où se trouvait Urban, le Rottweiler. La vitre se brise et le chien saisit l'homme plaqué. Le chien se fait cribler de balles. Lorsque mon beau-frère voit ça, il explose de nerfs et se fait embarquer pour rébellion et menace de mort, le monde à l'envers. Tu ne pourras jamais te
faire entendre face à la justice. Aucune circonstance atténuante. Ils n'ont même pas la psychologie de se dire le gars vient de perdre son chien, le gars vient de vivre une scène tragique. Il n'y a même pas ce recul. C'est juste, on t'enferme, on te condamne, on te met un rapport rébellion, machin truc. Et le pire, c'est que quand tu te fais contrôler plus tard et qu'on te dit, est-ce que vous avez des antécédents avec la police? Eux, ils vont cliquer votre nom, ils vont taper, ils vont voir rébellion sur la police, machin truc. Vous voyez? Alors qu'en vérité, ils vous expliquent pas les contextes, etc. C'est vraiment triste et dégueulasse. C'est vraiment triste et dégueulasse. Euh, il faut de la mobilisation, partage, pétition, manifestation. C'est moi qui filmais. Ah ouais, ben les vidéos, parmi les flics, c'est toi qui filmais Kevin Rideau. Ben voilà. Ben, j'ai vu les vidéos, je les ai pas, je peux pas les proposer ici parce que je les ai pas chargées dans mon truc dans mon application, mais voilà. Et Steve Marshall parlons pas de Curtis qui est innocent, nos chiens sont en danger. Effectivement, Christophe de Lyon, on tire sur mes chiens, je pars en prison, je le bute. Mais c'est ça la folie, c'est qu'on va faire des bêtises, on va vouloir faire des bêtises, tout ça, et puis on se retrouve en prison, et quoi, tu vas prendre combien de temps? Tu crois que si jamais tu vas donner une droite à un flic, ou que tu vas poignarder un flic, tu crois que tu vas prendre combien de temps? Tu vas rester là, on va te mettre des peines de plusieurs années, les premiers jours, tu vas dire, ouais, j'ai fait rendu justice. Mais après quelques semaines, quelques mois, je te garantis, j'ai jamais fait la prison, mais tu vas être là, tu vas commencer à te poser des questions, tu vas te dire, punaise, est-ce que j'aurais pas fait les choses autrement? Pourquoi ils ont fait ça? Et puis tu vas gâcher ta vie. Tout ça parce que ces gens t'ont poussé à commettre l'erreur, c'est pas juste. Et les circonstances atténuantes, ils verront pas avec les animaux, ils verront pas ça. Et ils verront pas. C'est de quel côté, Carvin? Moi, je sais pas. À côté, ok, ils se répondent entre eux, pas de problème. À côté de la poste, ok. Donc voilà, donc moi c'est une histoire qui me rend fou, c'est une histoire qui m'a rendu fou, je voulais l'aborder. Moi je pourrais rien. Moi, France 3 sera présent à la manifestation qu'il y a. Donc apparemment vendredi il y a une manifestation devant à Carvin. Moi je peux rien changer. Moi tout ce que je peux faire c'est en parler. Je suis pas assez important pour faire quoi que ce soit. Mais mais voilà, c'est un truc qui ça doit plus arriver. Moi, j'ai de la rage, j'ai de la haine, moi, je veux des trucs comme ça. Moi, j'imagine un jour que je suis dans un domicile, dans un domicile et qu'on vient contrôler mes chiens ou qu'on veut me les saisir et qu'on veut les prendre, mais qu'ils aboient et puis on leur tire dessus, mais je sais même pas comment je vais réagir. Les gens sont fous. Ils pensent qu'ils vont tirer sur des monstres. Ils pensent qu'ils vont tuer des monstres, mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils sont en train de créer des monstres en faisant ça. Des chiens innocents, des chiens qui vont rien faire, des chiens. Mais ils leur tirent dessus pensant que c'est des monstres, mais ils vont créer des monstres. L'être humain repoussé dans ses retranchements peut être bien pire qu'un animal parce qu'il a une intelligence bien plus complexe et qu'en dehors de l'impulsivité dont il peut faire preuve, il peut aussi utiliser un self-control, respirer, se calmer et agir par après. N'est-ce pas bien pire? Vous imaginez tous les plans machiavéliques qui peuvent s'orchestrer à ce moment-là? Ne faites pas des bêtises pareilles, ne provoquez pas les humains à agir comme ça. Vous êtes là, vous avez un uniforme, vous pensez tout permis. Non, vous n'êtes pas tout permis. Le soir, vous êtes à la maison, vous êtes en pyjama comme nous. Vous dormez tout nu comme nous. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil, on se croise, on va au magasin, on va au GB, on va aux toilettes, on fait la même chose. Mais dès que vous avez votre uniforme, vous vous sentez puissant. Pourquoi? C'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Vous devez vous comporter de la meilleure et de la bonne façon possible. Et si vous n'êtes pas apte à exercer ce métier, vous ne le pratiquez pas. Ou alors vous avez un taser, ou alors vous avez rien du tout, mais vous ne pratiquez. Vous baladez pas avec un flingue sous la ceinture pour tirer sur tout ce qui bouge, menacer n'importe qui, n'importe comment. Même pas une sommation dans les airs. Rien du tout. Vous savez quoi? Quand il a tiré sur le staffy, il est mort sur le coup. Il y avait deux petits chiens, dont un Yorkshire, je vous ai dit. Il y en a un, il s'est enfoui dans la maison, et il y en a un autre qui est venu lécher le staffy en sang. Il est venu le lâcher, il comprenait pas ce qui arrivait à la situation. Vous imaginez un peu la situation? Et les enfants de 3 ans qui entendent ça, qui comprend pas, et qui son chien, il est décédé, ils voient, vous imaginez un peu la situation? Et les maîtres qui sont là, qui adorent leur chien depuis 2 ans, ils le traitent la meilleure manière possible. Vous imaginez un petit peu la situation? C'est de la folie. C'est de la folie. C'est pas normal. Moi, je dis c'est pas normal. Mais en tout cas, de toute façon, je crois que c'est normal pour personne. Écoutez, moi, pour le sujet, pour l'instant, je crois pas que j'ai grand chose à rajouter. On est choqués. Il y a une manifestation qui s'organise, qui aura lieu apparemment vendredi. Je vois dans les commentaires. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous consultez les commentaires. Si vous arrivez en retard, vous consultez les commentaires. Il y a 2 questions qui ont été posées. Je vais y répondre. Ici, 2 questions qui ont été posées que j'avais dit que j'y répondrai à la fin des sujets donnés. Et ça va être très difficile de faire une transition comme pareil entre ce sujet-là et les 2 questions en question. Mais
je vais quand même vous y répondre. Donc, il y avait, la première question, c'était, mon chien tire actuellement 15 kilos sur 1,5 km. Donc, c'est du drag pull. Penses-tu que c'est trop? Y a-t-il des limites de poids à respecter sur certaines distances? Un chien qui tracte en drag pull peut tracter combien de fois plus en weight? Écoute, ta question n'est malheureusement pas assez détaillée pour que je puisse y répondre convenablement. Ça veut dire que en fonction du poids de ton chien, donc ce que ton chien va tirer dépend aussi du poids de ton chien, dépend aussi de ses antécédents, donc sa condition physique, si c'est un chien qui commence ou si c'est un chien qui a de l'expérience. Donc déjà tout ça, ça va faire varier. Troisièmement, le terrain sur lequel tu pratiques, le fait de faire tirer ton chien sur de l'herbe, sur de la terre, sur du sable, sur un sol plus praticable, ça va tout changer à la résistance via la force de frottement entre ton lest et le sol. Donc c'est pas évident de répondre à ta question comme ça, mais on pourra en parler en privé si tu veux. Sinon, dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de plus d'une heure, c'est pas bien, moins d'une heure, c'est pas assez. Ça n'existe pas. Tout dépend de l'âge, le poids l'âge aussi du chien, le poids du chien, la condition physique du chien, la santé du chien, la surface sur laquelle il s'entraîne. Et voilà. Et donc, si jamais tu m'apportes un maximum d'informations, je pourrais te répondre en détail en privé, mais au moins ceux qui regardent, qui entendent la question peuvent savoir que ça dépend de beaucoup d'informations, qu'on ne peut pas répondre comme ça du tac au tac à cette question. Et l'autre question, c'était les coussinets qui sont fragiles, on fait comment? Déjà, la fragilité des coussinets, elle dépend d'un chien à un autre. C'est vrai. Maintenant, il y a des chiens qui ont des coussinets plus fragiles que d'autres qui font que même s'ils se baladent, les coussinets ils vont souffrir et ils vont s'ouvrir. C'est dommage. À ce moment-là, il faut prendre beaucoup plus de précautions. Quand vous avez un chien qui a des coussinets normaux, ben vous lui faites vivre une vie normale. On rappellera que faire tracter des poids sur le sol, la rue, la street, l'asphalte, je vais quand même retirer la photo comme on est en dehors du sujet du staffy. Quand vous faites tirer votre chien sur l'asphalte, la street, la rue, c'est pas convenable, c'est pas convenable. Je l'ai déjà fait. Vous pouvez les trouver des vidéos, je l'ai déjà fait. Dans la Sport Dog Motivation, Sacha tracte la voiture sur du sol dur. C'est pas bien, mais ce n'est pas la mort. Ça veut dire que les gens qui me condamnent d'avoir fait ça, ils sont une minorité, mais une minorité de dits ou prétendus professionnels. Moi, je ne dis rien, je ne juge pas, mais ce n'est pas la mort. Moi, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je sais que c'est pas top. Après, moi, j'apporte certains soins qui fait que j'empêche que leur coussinet se déchire. Et après, je le fais quasiment jamais, en fait. Moi, mes chiens, ils tirent soit dans le sable, soit dans la terre, soit dans l'herbe. Le sol, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Donc, je vous conseille pas de le faire. Et si jamais ça vous arrive de le faire, vérifiez l'état des coussinets de votre chien après, à quoi ça ressemble. Si vous voyez qu'ils sont blessés, eh ben, vous aurez la réponse par vous-même pourquoi c'est pas bien. Si vous voyez qu'ils tiennent, eh ben, vous saurez que vous avez un chien qui a des coussinets qui tient, mais la sensibilité, vous allez quand même creuser là-dedans, c'est pas convenable, c'est pas quelque chose de top. Donc, les coussinets à surveiller pour savoir quelle est la sensibilité des coussinets de votre chien et savoir comment opérer pour le futur dans vos activités physiques. Les gars, on a abordé tous les sujets. J'espère avoir répondu vraiment à l'ensemble des questions. Hein. On a abordé pourquoi le pitbull est vu comme un tueur dans nos têtes, dans la tête de la société, quel est le rôle des médias, en quoi les médias ont joué là-dedans. Si vous n'avez pas bien compris, vous remontez la conversation, la vidéo, vous allez voir que j'explique pourquoi, que la manière dont ils font leur reportage, la manière dont ils utilisent leur voix et utilisent leur musique rock'n'roll avec des trucs sortis hors contexte, il n'y a aucune explication, il n'y a aucun média qui va prendre la peine d'aller voir des gens qui pratiquent du sport avec leurs chiens, des sports tels que ceux qu'on pratique avec les American Pitbull Terrier ou avec d'autres chiens qui sont capables d'effectuer les mêmes performances, avec d'autres chiens, d'autres races capables d'effectuer les mêmes performances. Il n'y a aucun média qui s'intéresse à consulter des maîtres de chiens comme ça pour expliquer en détail pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ça. Et si jamais vous avez le bras long et qu'il y a un média qui veut m'inviter, j'y vais tout de suite et moi je vais bien expliquer. Et sinon, il y a d'autres gens aussi qui sont plus compétents ou aussi compétents ou un petit peu moins compétents mais assez compétents pour expliquer également cela.
On a vu aussi le rôle, les gens à cause des combattants qui avaient plus auparavant, en quoi ça a joué. J'ai pas parlé du fait aussi, les gens de banlieue en mode qui cultivent une mauvaise image avec le pitbull et les gens qui associent le fait que les gens de banlieue qui traînent dans la rue, vendent de la drogue et font des bagarres à tout bout de champ et traînent avec des pitbulls, du coup, les autres, ils sont apeurés, ils voient le pitbull comme l'instrument des banlieusards et du coup, ils sont terrorisés. J'ai pas vraiment parlé de ça, mais on a abordé ça en détail. Comment reconnaître les vrais, les bons comportementalistes éducateurs, on l'a abordé, vous allez voir en détail. Les études versus l'expérience de terrain, on a abordé en détail. À quel âge commencer le sport avec son chien? Je pense que j'ai été complet. Si jamais vous vous rendez compte que je suis pas assez complet, vous posez des questions dans les commentaires. Je viendrai répondre aux commentaires. C'est pas un problème. Sinon, d'ici une semaine, dans la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, il y aura le différé de la vidéo, un peu retaillé, et vous pourrez toujours commenter. Je continuerai de répondre aux questions. Et puis l'actualité avec Oslo, Staffy de 2 ans abattu par la police de manière totalement anormale. Et les flics se couvrent avec pour moi c'est du complot. Pour moi c'est du complot. C'est dégueulasse. Voilà, il y a du mensonge. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Les maîtres sont dégoûtés, ils sont irrécupérables, ils sont dans la souffrance. Il y a une manifestation qui a lieu vendredi. Lisez les commentaires parce qu'apparemment, certaines personnes qui étaient là le jour où les chiens étaient abattus ont mis ici en commentaire quand ça va se passer et comment. Donc vous pouvez toujours les contacter en privé ou vous servez des commentaires qui seront là. Il y aura France 3 qui sera là également. Donc vous pouvez voir également dans les commentaires, dans les derniers commentaires, toutes les informations à ce sujet. C'était votre gars Junior Big Black Boy pour le live. De mon côté, tout se passe bien. Les chiots de Odin, ils grandissent super bien. Vous voyez les photos. Moi, j'en ai pas publié beaucoup, sinon les gens me posent beaucoup de questions dessus. Mais n'oubliez pas qu'ils appartiennent à la femelle Samui Vincenzo Buono sur Facebook. Vous allez sur ma page Junior Big Black Boy, mon profil Facebook. Vous allez voir les shows, vous allez voir en commentaire, vous allez voir le propriétaire qui est Samui pour pouvoir suivre les shows. Et sinon, à part ça, voilà, on est là. Tout se passe bien. Enfin bien, c'est un grand mot, il se passe beaucoup de choses. Je ne peux pas vous parler de tout, mais si jamais il y a des choses qui commencent à sortir abusivement dans les médias, je répondrai par rapport à tout ça. Et donc voilà, je suis vraiment très heureux que vous m'ayez suivi jusqu'à présent. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre suivi. J'espère que vous partagerez ça un peu partout. J'espère que vous avez validé ce qui a été dit. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, n'hésitez pas encore à répondre ou à commenter. Même après, je reviendrai réagir, on commentera, on débattra. Et les gens qui découvriront cette vidéo demain, après-demain, après-demain, ils verront tout ça par après. Ils pourront aussi réagir. Donc c'est top. Vous êtes adorables. Merci pour le soutien. Merci pour les partages. Merci pour les likes. Les likes qui ne sont pas qu'une question d'ego, mais qui permettent d'être référencés au maximum sur les réseaux sociaux. Donc, merci pour tout, vous avez déchiré. Les gars, rendez-vous pour le live numéro 6 le mois prochain. On abordera les sujets ensemble, je vous préviendrai. Les gars, on est ensemble. Ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Ciao. Yo! What's happening here?